Bonsoir à tous. Vous m'entendez bien? Bon, très bien. Pour cette troisième conférence du cycle Sciences, Confiance et Démocratie, notre équipe de l'Université populaire du 14e a souhaité mettre en contexte les problèmes soulevés au cours de ce cycle par l'analyse des deux crises très différentes que sont le changement climatique et la pandémie de Covid-19. Nous avons entendu, lors des deux premières séances, deux scientifiques qui nous ont parlé tout d'abord, pour Madame Dahan, spécialiste du climat, du fonctionnement de la très récente conférence citoyenne sur le climat qui s'est tenue en 2019 et 2020, et de ses apports principaux ainsi que de ses limites sur le plan démocratique. Et ensuite, pour Monsieur Spira, médecin épidémiologiste, de la gestion de la pandémie du Covid-19, qui n'a, selon lui, pas assez associé les citoyens aux décisions prises, citoyens qui, par ailleurs, ne sont pas toujours formés à la démarche scientifique et qui ont été l'objet de désinformation massive. De ces deux exemples, il ressort que les rapports entre scientifiques et citoyens sont très imparfaits, du fait notamment de la méconnaissance de la démarche scientifique, de la difficulté à communiquer sur leur savoir par les scientifiques experts, aussi de conflits d'intérêts et d'interférences politiques. Le tout entraînant une défiance croissante, ou non, envers les experts et la croyance en des idées non validées par les cénacles scientifiques. Aujourd'hui, nous recevons Monsieur Michel Dubois, sociologue des sciences, qui va aborder la question plus générale des Français et de la science. Faut-il faire confiance aux scientifiques? Et qui reviendra sur ce que l'on sait aujourd'hui des grandes évolutions dans les attitudes des Français à l'égard des sciences et des techniques depuis 50 ans et de leurs déterminants. Michel Dubois, vous êtes directeur de recherche au CNRS, directeur du groupe d'études des méthodes de l'analyse sociologique de la Sorbonne, le GEMAS, unité mixte CNRS et Sorbonne Université. Vous enseignez la sociologie des sciences à Sorbonne Université. Vous avez récemment coordonné avec Martin Bauer et Pauline Hervois une enquête nationale sur les attitudes des Français à l'égard des sciences et des techniques, publiée dans un rapport intitulé « Les Français et la science 2021 ». Vous êtes responsable scientifique des projets ANR, Covethos et Skeptiscience, consacrés aux transformations contemporaines de l'évaluation de la science et à l'intégrité scientifique, dont les premiers résultats viennent d'être annoncés dans le journal Le Monde. La conférence introductive durera environ 1 heure et sera suivie d'un débat d'une durée équivalente. Je vous remercie. À vous, Monsieur Michel Dubois. Je vais prendre ce micro. Merci beaucoup pour cette invitation et pour cette présentation. Je suis très honoré d'être le troisième d'une belle série d'intervenants pour ce cycle de conférences. Et je vais effectivement essayer ici de vous parler un petit peu de cette thématique de la confiance, puisque c'est quelque chose qui est central dans le débat public depuis maintenant 2 ans. Et peut-être essayer de faire tomber quelques idées reçues sur ce sujet. Effectivement, donc je suis sociologue des sciences et je vais peut-être pendant cette présentation essayer d'expliciter un petit peu quelle est notre démarche lorsqu'on est sociologue et lorsqu'on fait des enquêtes sur les attitudes des Français. Et parce que vous êtes bien entendu soumis à un flux constant de sondages, d'informations qui sont tirées de sondages, et nous, effectivement, on essaie de faire un travail un petit peu différent. On n'essaie pas de définir des opinions, mais plus de réfléchir sur les représentations et sur les attitudes. Et bien entendu, ce sont des choses un petit peu différentes. Donc j'ai effectivement ce titre qui m'a été suggéré par les organisateurs, « Faut-il faire confiance aux scientifiques ?» ce qui est un titre un petit peu provocateur.
puisque tout le monde pense bien entendu qu'il faut faire confiance aux scientifiques, et les scientifiques eux-mêmes vous disent sans arrêt qu'il faut leur faire confiance, et moi-même je vous dirais il faut me faire confiance quand je vous parle, ça me facilitera le travail. Mais bien entendu, vous pouvez m'interrompre quand vous le souhaitez. Je crois que le format est un format une petite heure de présentation et 1 heure d'échange si vous le voulez, mais je pense que il n'y a pas d'obligation nécessairement à attendre la fin de mon monologue, et vous pouvez m'interrompre bien entendu si je ne suis pas clair ou si un point mérite d'être précisé. Alors bien entendu, là vous avez mon santon fétiche qu'on utilise beaucoup pour les présentations pour les étudiants, parce qu'effectivement, on faisait une référence rapide à la présentation de l'enquête que l'on a menée récemment sur l'intégrité scientifique en France, et c'est vrai que le professeur Raoult a été très utile. Je pense qu'il faudrait lui dresser une sorte de statue à Marseille peut-être, ce qui est peut-être déjà fait, mais pas pour les mêmes raisons, parce qu'il a incarné, il a donné chair à tout un ensemble de questions, d'enjeux qui tournent autour de l'éthique de la recherche et de l'intégrité scientifique, et aussi soulève des questions, bien sûr, du point de vue de la confiance qu'on peut accorder aux scientifiques. Alors, j'ai une sorte de récit imagé, donc je vais avancer dans mes slides, et bien entendu, c'est inépuisable, hein, puisque ça fait 1 an qu'on a sorti l'enquête, donc j'ai eu l'occasion de présenter cette enquête de différentes manières, et bien entendu, là encore, je dis, arrêtez-moi lorsque vous en avez assez. Premier point, donc je voudrais qu'on parte sur cette question de confiance d'un constat initial qu'il est assez facile de dresser. Il suffit juste de regarder, de lire les journaux, d'écouter la radio, pour voir que nous avons, même avant, on pourrait dire avant la crise Covid, un débat public qui est extrêmement centré sur cette idée qu'il existe aujourd'hui en France une très très forte défiance. Et une défiance, alors bien entendu ici, quand on parle de défiance, on peut parler de méfiance, on va revenir sur cette question de terminologie et ce qu'il faut comprendre derrière ces notions. Mais toujours est-il que, voilà, il suffit d'ouvrir un journal et vous aurez tout de suite un petit peu d'anxiété qui va transparaître dans les colonnes des journaux, et ça passera souvent sur cette idée qu'il y a une forme de virus de la défiance, que la France serait malade de la défiance. Et cette défiance, elle peut se décliner et elle peut s'appliquer à différentes échelles, à différents niveaux. Il y a, on pourrait dire, un niveau quasiment très général, qui est un niveau maximal, on pourrait dire. C'est une défiance totalement généralisée qui va s'appliquer à l'égard de ce qu'on appelle le système, sans qu'on sache exactement ce que ça veut dire. Mais c'est un terme qui permet de recouvrir plein de choses qui sont mystérieuses et qui alimentent, bien sûr, plein de discours complotistes. Et on a vu pendant 2 ans, effectivement, c'est pas nouveau, hein, mais en tout cas, une dynamique complotiste qui a su s'alimenter en partie un petit peu de l'anxiété du moment. Et donc, on a effectivement des études en sciences sociales qui essayent un petit peu de documenter les manifestations de cette défiance, la façon dont elle se diffuse, et notamment la question des réseaux sociaux, puisque vous le savez, aujourd'hui, une bonne partie de l'information et de la désinformation se joue en partie sur les réseaux sociaux. Alors moi, je plaide coupable, hein, je suis un utilisateur des réseaux sociaux, j'ai un compte Twitter que j'utilise. Je le vois effectivement comme une opportunité pour de nouvelles formes de communication scientifique, mais je suis également très attentif parce que je vois très bien qu'il est très facile, à partir d'une information qui est diffusée sur Twitter, de manipuler, de déformer cette information, et je reviendrai sur un exemple précis pour vous donner un petit peu une illustration. Donc ça, c'est le niveau, on pourrait dire, maximal, et puis après, on pourrait avoir un niveau un petit peu plus ciblé, et ça arrive aussi. On peut avoir une défiance qui s'exprime non pas à l'égard du système en général, mais ça peut être une défiance qui s'exprime par rapport à l'État et par rapport aux autorités publiques. Et il est clair que depuis le début de la crise Covid, on a vu une mise en cause, une méfiance par rapport aux différentes mesures prises par les autorités publiques. Hein. Et ici, je ne juge pas de savoir s'il y a de bonnes ou de mauvaises raisons de ne pas faire confiance aux autorités publiques, c'est pas le problème. Ce que l'on voit effectivement, c'est que dès, grosso modo, le début de l'année 2021, au moment de la mise en place de la campagne vaccinale, on a vu effectivement cette question. Faut-il véritablement suivre cette politique vaccinale? Les autorités publiques sont-elles dignes de confiance? Et puis, il y a un niveau qu'on pourrait dire un petit peu plus précis encore si on descend, donc on passe du système à l'État et de l'État à des groupes professionnels particuliers, et il faut imaginer que les scientifiques sont un groupe professionnel parmi d'autres.
Et donc, se pose la question, effectivement, de la confiance que l'on peut faire aux scientifiques en général, mais aussi parfois à ceux qui sont les plus visibles. J'imagine que comme moi, vous avez été sensible, par exemple, au visage de Jean-François Delfraissy quand il passait au journal de télévision pour savoir s'il était de bonne humeur ou de mauvaise humeur, et qu'est-ce que ça voulait dire du point de vue des prévisions pour les confinements ou pour les nouveaux confinements qui allaient s'annoncer. Donc il y a une personnalisation, il y a une forme d'incarnation de l'expert. Et selon les personnes qui portent cette expertise, eh bien, on pourra dire, on peut leur faire confiance ou pas confiance. Et il est clair que les querelles d'ego, les conflits qu'on a observés pendant 2 ans, ont nourri un peu d'incertitude par rapport à la valeur, on pourrait dire, de la parole scientifique. Et d'où ce constat qui est alimenté en partie par les journalistes autour de la fin de la confiance. Autrement dit, la Covid-19 aurait été le moment où les Français auraient définitivement abandonné l'idée de pouvoir faire confiance aux experts et aux scientifiques. Alors il faut bien le dire, moi j'interagis beaucoup avec les journalistes scientifiques, et je trouve que certains d'entre eux sont un petit peu trop anxieux, donc il faut essayer de les rassurer, comme les scientifiques, et leur faire comprendre que les choses sont un petit peu plus compliquées. Alors, confiance, défiance, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Qu'est-ce qu'on entend par confiance ou par défiance? Et ici, je vous ai mis une petite liste, il suffit juste de taper sur un moteur de synonymes, et vous allez voir que derrière cette notion de confiance ou de défiance se cachent des choses qui sont extrêmement diverses. Et comme toujours, je trouve que c'est toujours assez frappant quand on réfléchit un petit peu au débat public, à la façon dont il est structuré. Plus la notion est importante et moins elle est définie. C'est-à-dire que plus on l'utilise quelque part et plus on a recours à une forme de plasticité qui repose sur le fait qu'on ne la définit jamais. Et c'est vrai que s'il fallait la définir, s'il fallait lui donner un contenu précis, alors on s'apercevrait nécessairement que cette notion n'est pas toujours adaptée à ce qu'on souhaite dire. Donc il y a quelque part une condition d'usage, c'est un flou généralisé autour de ce que l'on entend par confiance. Donc ici, si vous prenez ces termes, voilà, faire confiance, c'est s'abandonner, on pourrait dire, on s'abandonne, c'est avoir une forme d'aplomb, c'est avoir une forme de certitude, de conviction, et de façon opposée, on pourrait dire que la défiance, effectivement, ça renvoie à des dimensions d'angoisse, de découragement, de défaitisme, de désespoir, etc., etc. Tous ces termes, vous les connaissez, ils sont un petit peu interchangeables. Alors, le point qui m'intéresse, et c'est un petit peu le point d'amorce pour cette réflexion que je vous propose, c'est de toute façon de considérer effectivement que ce qu'on appelle la confiance, sans qu'on sache exactement ce que c'est toujours donc à la fois un élément qui est complexe, mais qui est un petit peu un ciment, une sorte de socle sur lequel va reposer une partie de la vie sociale et de la vie économique. Voilà, et donc ça, c'est un point important. Pourquoi? Parce que tous les jours, quelque part, lorsqu'on fonctionne en société, et c'est un petit peu le travail des sociologues d'étudier un petit peu nos modes de fonctionnement, nos modes d'organisation, il est évident que quand je me lève le matin et que je vais à la station de bus, eh bien, je fais quelque part confiance à la RATP pour que mon bus arrive dans les temps. Alors, bien sûr, à un moment donné, si je m'aperçois que tous les jours, il n'est jamais là à la bonne heure, ou que le bus n'arrive jamais, eh bien, je vais perdre progressivement confiance. Mais tous ces éléments-là sont des attentes. Et quelque part, la confiance va correspondre à une attente que l'on a par rapport à un comportement d'autrui. Donc, je vais revenir sur ce point. Alors, ce que je voudrais préciser, c'est qu'on peut, à minima, distinguer 4 conceptions générales de la confiance, qui sont un petit peu entremêlés, et c'est ça qui fait le charme des débats publics, parce que tout est entremêlé, et donc quelque part ils sont inépuisables. Il y a un premier niveau qu'on va dire qui va être celui de la confiance comme une sorte d'état psychologique. Et donc on va beaucoup parler, par exemple, de la confiance des Français. Et la confiance des Français, ça veut pas dire grand-chose, la confiance de l'opinion, ça veut pas dire grand-chose, mais en tout cas, c'est une sorte de météo. On vous donne la météo du moral des Français, est-ce qu'ils vont bien, est-ce qu'ils vont pas bien, et donc si ils expriment un niveau élevé de confiance, ça sera plutôt un bon signe du point de vue de l'état de l'opinion, et inversement, si la défiance est élevée, on va vous dire c'est plutôt mauvais signe. Voilà, ça c'est une sorte de psychologie collective de bazar, mais qui fonctionne bien, et il faut bien le dire, il y a un marché de la confiance, il ne faut pas imaginer que tout ça n'a pas d'incidence économique. Les instituts de sondage fonctionnent en partie sur cette économie de la mesure de la confiance. Donc ça c'est un premier point. Ensuite on a un point qui me paraît assez intéressant et qui a une certaine importance par rapport à notre sujet. La confiance c'est pas simplement un état psychologique, c'est un jugement moral que l'on va porter sur autrui. On dit de quelqu'un, voilà, est-ce que vous êtes digne de confiance? Être digne de confiance, ça c'est pas quelque chose qui va de soi, et il faut quelque part être capable d'être digne de confiance et de manifester les signes
extérieure de cette capacité ou de cette valeur morale. Donc c'est un jugement moral. Et là, on voit bien qu'on est sur un registre en réalité assez différent. Et puis il y a un troisième niveau, mais je vais y revenir pour essayer de le préciser. La confiance est une relation. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire c'est pas simplement un état psychologique, c'est pas simplement un jugement moral, mais c'est aussi une façon d'anticiper le comportement d'autrui, c'est une façon de concevoir ce rapport d'autrui, et c'est une façon de se positionner par rapport à autrui. Je vais revenir sur ce point parce que je pense que c'est ça sans doute une des approches les plus intéressantes quand on essaie de réfléchir à cette notion de confiance. Donc une approche qu'on pourrait qualifier de relationnelle. Et puis, il y a une quatrième conception de la confiance qu'il faut avoir en tête et qui n'est pas négligeable, c'est que la confiance c'est un fait social, c'est-à-dire que selon les sociétés qu'on étudie, la confiance ne se mesure pas de la même manière. Et ici, vous avez une sorte de cartographie qui est représentée à l'échelle mondiale des mesures de confiance. Donc, qu'est-ce que font les sociologues? Ils étudient justement, à partir d'un certain nombre de questions, l'expression de confiance auprès des populations. Et donc, il y a une question vraiment standard qui est utilisée quasiment dans toutes les études internationales. C'est grosso modo, si vous croisez quelqu'un dans la rue que vous ne connaissez pas, est-ce qu'a priori, vous lui faites confiance ou pas? Donc on est dans une relation de confiance à un autrui complètement indéterminé, on ne parle pas de quelqu'un de précis. Voilà. Et il est évident que là, on observe de très très grosses variations. Et ce que vous avez à droite, c'est la situation française, c'est-à-dire qu'en France, on a à peu près 8 personnes sur 10 qui ne font pas confiance à quelqu'un qu'ils ne connaissent pas et qui croisent pour la première fois. Si vous êtes, au contraire, si vous montez dans les pays du nord de l'Europe, là, vous êtes plutôt sur des zones où vous allez avoir à peu près 4 personnes qui ne feront pas confiance. Inversement, ça veut dire que vous aurez 6 personnes qui vont faire confiance à un autrui indéterminé. Et si vous vous déplacez en Asie, eh bien, au Japon, on sera plutôt à 8 personnes qui feront confiance plutôt que pas confiance. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une dimension culturelle aussi qui joue quelque part dans cette dimension de confiance. Et cette dimension culturelle, il faut la saisir à une approche, à une sorte d'échelle qui serait une échelle globale. Et ça, c'est assez intéressant à étudier. Et c'est pas sans rapport avec les questions qu'on va aborder, parce qu'il est évident que si, dans un contexte général dans lequel les Français font rarement confiance à un autrui indéterminé, mais que malgré tout, ils font particulièrement confiance aux scientifiques, alors ça nous dit quelque chose de l'intensité de ce qui est exprimé par rapport à un groupe professionnel. Donc c'est aussi un point du point de vue des mesures relatives. Voilà, donc ça c'est une sorte un petit peu de mise en contexte. Et puis donc ce sur quoi je voudrais insister, c'est effectivement cette dimension relationnelle de la notion de confiance. Voilà, si on essaye de réfléchir à ce que ça représente, et en particulier du point de vue de la communauté scientifique, donc faire confiance en général, c'est quoi? C'est faire le choix de se rendre potentiellement vulnérable à autrui dans des conditions qui sont des conditions de dépendance, d'interdépendance. Je dépends d'autrui pour obtenir quelque chose, et je dépends d'autrui mais sans garantie de succès, avec une forme d'incertitude. Donc si on le définit un petit peu dans des termes de sociologie, on va dire c'est une relation d'interdépendance, d'incertitude, dans lequel il y a une forme de vulnérabilité. C'est ce qu'on appelle effectivement, c'est ce qu'on retrouve dans l'idée de s'en remettre à. On se remet à quelqu'un, on s'en remet aux scientifiques on délègue quelque chose à ces scientifiques, et on considère que notre sort, notre qualité de vie va pouvoir dépendre de cette forme de délégation. Qu'est-ce qu'on a fait pendant la période de pandémie? On a dit, écoutez, messieurs les chercheurs, vous qui êtes dans vos laboratoires, travaillez et produisez quelque chose qui puisse potentiellement nous être utile. Et on s'en est remis à leur savoir, on s'en est remis à leur expertise, et on a considéré que sur la base de ce qu'ils avaient produit, ils étaient plus ou moins dignes de confiance. Donc on voit bien ici que ce mélange, dans l'idée de s'en remettre, à la fois cette dimension relationnelle, mais également cette dimension morale que j'évoquais tout à l'heure. Et il faut bien voir aussi que lorsqu'on étudie à un niveau global, donc à un niveau mondial, cette idée de confiance à l'égard de la communauté scientifique, on va retrouver de très fortes variations, là encore, selon les contextes nationaux qui sont étudiés. Donc ce qu'on observe en France, et ça ce sur quoi je voudrais bien insister ici, c'est, je vais parler d'une étude qui est une étude nationale, donc l'étude Les Français et la science, mais il faut bien se rendre compte que c'est une étude qui intègre ou qui incorpore, on pourrait dire, des caractéristiques qui sont singulières et qui renvoient à un contexte national qui sera potentiellement différent dans d'autres situations. Alors, toujours pour essayer un petit peu de retourner la question de la confiance, faut-il donc faire confiance aux scientifiques? D'accord, certes, mais on pourrait dire, mais
les scientifiques sont-ils toujours dignes de confiance, hein? Et là, effectivement, on se dit, est-ce qu'il est bien raisonnable de vouloir toujours faire confiance aux scientifiques? Alors, je vous ai dit, faites-moi confiance quand je vous parle, donc ça, effectivement, ça m'arrange. Mais en même temps, on pourrait se dire, est-ce que c'est toujours raisonnable de faire confiance à la personne qui parle? Et bien entendu, ici, on a des cas qui sont des cas tout à fait spectaculaires. Alors peut-être que vous ne les connaissez pas tous, mais nous, mon équipe à Sorbonne, on travaille beaucoup sur les questions d'intégrité scientifique, de fraude. Donc tous ces scientifiques qui à un moment donné s'écartent de ce qu'ils sont censés faire et qui font d'autres choses. Et c'est toujours fascinant effectivement de voir ces scientifiques s'écarter de ces normes et de ces règles de l'intégrité scientifique pour faire effectivement d'autres choses pour d'autres raisons. Et donc il y a plein de situations voilà, qui paraissent assez spectaculaires. J'en retiens une pour peut-être que vous connaissez peut-être. C'est un cas assez intéressant, pas forcément très connu du grand public, mais c'est un cas assez fascinant. Pourquoi? Parce qu'il se joue au cœur de l'Institut Nobel. Je vous rappelle qu'en ce moment, c'est la saison des Nobel, donc vous pouvez entendre des entretiens quasiment tous les jours en ce moment avec les lauréats. Je vous conseille d'écouter ce que dit Alain Aspect, qui est un physicien qui était sur les ondes il n'y a pas très longtemps, qui dit des choses très intéressantes. Et ici, on a ce cas qui est un cas assez fameux parce qu'il intègre, en tout moins il cristallise plein d'enjeux intéressants. Donc c'est cette personne qui s'appelle Paolo Macchiarini, qui est un chirurgien. Alors c'est quelqu'un qui est spécialiste de ce qu'on appelle la médecine régénérative. C'est-à-dire on utilise en particulier les cellules souches. Donc c'est un domaine de recherche de biologie cellulaire et qui est utilisé à des fins médicales. Et Paolo Macchiarini travaillait plus exactement, donc à l'Institut Karolinska, qui est en Suède, et c'est l'institut qui est associé au prix Nobel. Donc c'est le centre, on pourrait dire, le centre mondial, le centre névralgique de ce qu'on appelle l'excellence scientifique. Les meilleurs scientifiques essayent de travailler dans cet institut, c'est très compliqué pour y rentrer, pour y travailler, donc il faut être vraiment au top international pour faire ça. Et donc Paolo Macchiarini est quelqu'un qui était, en 2008, en tout cas à la pointe de la médecine régénérative, et il a été le premier à faire une greffe d'une trachée, et d'une trachée qui a été conçue à partir de cellules souches. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez quelqu'un qui avait, pour des raisons, ça peut être un défaut de naissance ou ça peut être un problème ultérieur, a besoin de remplacer une partie du tube respiratoire, et pour ce faire, souvent, il faut une transplantation d'organes. Mais toujours le problème de transplantation, c'est quoi? C'est qu'il y a des rejets, et des rejets qui sont très importants. Et donc pour éviter ces rejets, Paolo Macchiarini a imaginé la possibilité de créer une sorte de tube respiratoire artificiel, mais dont la compatibilité avec le patient serait garantie par le fait d'utiliser des cellules souches. Et c'est une première en 2008. Et donc ça lui a valu vraiment une célébrité internationale, parce que c'était une façon de faire avancer la médecine et la chirurgie. Alors ça, c'était en 2008, mais bien sûr, l'histoire, elle s'arrête pas en 2008, et on voit vite que l'histoire se complique. Et en 2012, il y a un petit problème, et ça c'est relativement mineur, il est juste arrêté en Italie pour fraude à la sécurité sociale. Il avait proposé à ses malades de les opérer à l'étranger pour une somme modeste de 130 000 €. Donc c'était une façon d'arrondir ses fins de mois, sans le déclarer. Puis, alors, après, les choses se compliquent un peu plus, parce qu'en octobre 2013, la trachée qui avait été posée pose des problèmes. Et donc, le patient ou la patiente souffre énormément, et il faut poser un stent, donc une sorte de ressort, pour pouvoir garantir que le tube ne s'écrase pas et que la personne puisse respirer. Donc, il y a énormément de souffrance, et la personne finit par décéder, et sur les 8 patients opérés par Paolo Macchiarini, 7 sont morts, et une personne est encore dans le coma. Donc ça, c'est en 2013. En 2014, Paolo Macchiarini est accusé par ses collègues d'avoir fraudé, d'avoir mis dans ses publications des données qui n'existent pas. Donc ici se pose un problème qui est celui justement du respect de l'intégrité scientifique. En janvier 2016, un documentariste suédois fait une série de documentaires sur lui, et il démontre que ce chirurgien continue à faire des expérimentations parallèles en Russie, sans aucune supervision éthique. Donc, ce qui est totalement interdit. En février 2016, toujours, donc, on a l'ouverture d'une enquête, et ce qui fait tomber le responsable la personne qui décerne les prix Nobel de médecine a été obligé de démissionner, et immédiatement on voit effectivement les événements s'enchaîner. Ouverture d'une enquête en mars 2016, d'une enquête de police,
Et donc la dernière étape, c'est en septembre 2020. Voilà, ce chirurgien responsable d'un fiasco, c'est ce que dit l'AFP, qui lui a valu une forme de disgrâce et provoqué un scandale international, a été inculpé en Suède pour maltraitance aggravée. Donc tout ça pour dire quoi? Pour dire que quand on est juste ici, tout va bien. C'est-à-dire que qui n'a pas envie de faire confiance à ce chirurgien qui est souriant, plutôt sympathique, et vous le voyez ici près au chevet de son patient, donc il lui tient la main et le patient est tout heureux visiblement puisqu'il est content effectivement d'avoir une chirurgie réparative assez importante. Mais effectivement les faits s'enchaînent et deviennent problématiques. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si ce sont des cas exceptionnels, et ce sont des cas exceptionnels, il faut effectivement garder dans l'idée qu'il n'y a pas toujours de bonnes raisons pour faire toujours confiance aux scientifiques. Et il suffit de lire l'histoire des sciences, et peut-être que parmi vous, il y a des amateurs de livres d'histoire des sciences. Hein, voilà, ces livres regorgent d'épisodes qui ne sont pas toujours glorieux pour la communauté scientifique. Hein, il y a des expériences parfois interdites. J'ai travaillé quelques années aux États-Unis, donc il y a quelques cas célèbres sur l'utilisation des populations afro-américaines comme des populations pour des traitements expérimentaux. Donc ça, ce sont des cas qui ont marqué l'histoire de la communauté médicale, et c'est aussi la raison pour laquelle cette communauté accorde énormément d'importance à la formulation et au respect des règles éthiques et des règles bioéthiques, parce que on sait très bien que ça peut très vite déraper. Donc là, à ma première remarque, faut-il toujours faire confiance aux scientifiques? En général, oui, mais malgré tout, il faut rester plutôt vigilant et parfois prudent. Ensuite, la question qu'on peut se poser, c'est, mais d'accord, on nous demande de faire confiance aux scientifiques, mais les scientifiques nous font-ils confiance? C'est-à-dire, les scientifiques font-ils confiance à la société et quelle image ont-ils au final de la société? Et ça, c'est un enseignement que je trouve toujours assez intéressant, c'est qu'on réfléchit toujours dans un sens, mais jamais dans l'autre, c'est-à-dire on s'interroge toujours sur l'opinion, les attitudes du public à l'égard des scientifiques, mais jamais sur les attitudes des scientifiques à l'égard de la société. Et moi, en tant que sociologue, je suis toujours frappé par une forme, pas de désintérêt, mais en tout cas une distance assez relative de mes collègues par rapport à la connaissance de la vie sociale, hein, de la façon dont une société fonctionne, par rapport aux inégalités sociales, par rapport aux disparités qu'on peut observer entre les différents groupes sociaux. Et donc, il y a aussi ce travail d'éducation à faire vers eux pour leur faire comprendre que, voilà, dans un environnement social particulier, il faut aussi en tenir compte de différentes manières. Et ici, je vous donne un résultat, voilà, qu'on a un rapport qui a été rendu public la semaine dernière sur une grande enquête nationale qui manifeste que, sur une base d'une comparaison entre 2007 et 2022, les chercheurs qui sont interrogés considèrent, en 2007, ils étaient 4 sur 10 à considérer qu'il y avait une crise de confiance importante entre la science et la société. Ça veut dire qu'ils considéraient qu'il y avait une forme un petit peu d'inquiétude qu'on pouvait avoir par rapport à l'environnement social. Donc ça, 4 sur 10 en 2007. Et aujourd'hui, ils sont 7 sur 10 à considérer qu'il y a une crise grave entre la science et la société. Donc ils sont inquiets. Ils sont inquiets par rapport à la relation entre science et société. Et ils sont inquiets également par rapport à la façon dont la parole scientifique est entendue. Donc ça, je pense que c'est assez important. Il y a eu un certain nombre de tribunes qui, peut-être si vous êtes des lecteurs des quotidiens, vous avez pu les lire, des tribunes de personnes qui s'inquiètent de la possibilité, en France par exemple, de faire des débats publics sur un certain nombre de sujets controversés. Est-ce qu'on peut aujourd'hui faire un débat public sur les déchets nucléaires, les nanotechnologies, les OGM, sans nécessairement qu'il y ait de problèmes au moment de conduire ces débats? Et alors peut-être qu'aujourd'hui c'est moins vif parce que la Covid quelque part a effacé tout ça, mais ces dossiers controversés, on va y revenir, sont toujours d'actualité. Et puis, je crois que c'est un point que vous mentionniez tout à l'heure. C'est ce que l'on voit aussi, c'est une sorte de fatigue, ou plus exactement une sorte de nécessité pour un certain nombre de collègues de renouveler la façon dont ils investissent l'espace public. Et c'est particulièrement criant sur la dimension de crise climatique. Hein, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a une nouvelle façon pour les scientifiques de s'adresser à vous, à nous, par rapport à avant. C'est-à-dire que pendant 40 ans à peu près, ces chercheurs ont considéré qu'il suffisait de produire des rapports et que ces rapports soient communiqués au grand public, et puis il suffisait que le public s'en empare. Et puis on laissait faire les choses et on laissait faire les autorités publiques. Aujourd'hui, ou plus exactement il n'y a pas très longtemps, vous aviez un climatologue qui s'enchaînait aux portes d'une banque, donc JP Morgan, qui est aux États-Unis, et ce climatologue a fait une déclaration en étant enchaîné à la porte.
Vous avez dans le monde, il y a une semaine ou deux, un appel à la désobéissance civile. Hein, et vous aviez en Australie, j'ai des collègues climatologues australiens qui appellent à la grève de la science. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une forme sans doute d'exaspération par rapport à l'inefficacité sociale et politique de la parole scientifique pour les enjeux climatiques. Et cette exaspération, me semble-t-il, est sans doute renforcée par le constat que cette parole scientifique a été particulièrement efficace pour la période Covid. Pourquoi? Parce qu'en France, comme dans d'autres pays, la parole scientifique, celle incarnée par les experts, a été capable, pendant un temps finalement assez important, de mettre à l'arrêt une société, des sociétés. Il a fallu qu'un conseil scientifique porté par Jean-François Delfraissy dise « on n'a pas d'autre moyen que de faire ça », et là, on met à l'arrêt une société. Donc c'est une démonstration de force quand même assez inédite. C'est une expérience que moi, personnellement, je n'avais jamais vécue, et que je pense peu de personnes avaient vécu auparavant. Et quelque part, donc ça montre bien que la parole scientifique a une valeur et une portée du point de vue de l'agenda politique, même si on voit bien que pendant 2 ans, les relations ont été compliquées. C'est-à-dire qu'il est évident que le conseil scientifique, on l'a écouté un temps, sur la première période de la crise Covid, et puis pour des raisons à la fois de différentes natures, il a fallu que le politique reprenne la main et se distancie du conseil scientifique, et le conseil scientifique lui-même a cherché à se différencier des autorités publiques. Bref, tout ça pour dire, il y a une inquiétude qui est aujourd'hui majoritaire dans la communauté scientifique par rapport à la place et à l'importance accordée à la parole scientifique, et donc on peut considérer qu'il y a en tout cas, c'est un discours extrêmement présent chez nos collègues, enfin chez mes collègues, autour de l'idée que les Français en général, mais la population, le grand public, est généralement défiant à l'égard des sciences et des scientifiques. Donc c'est une sorte de croyance qui est répétée sans arrêt. Et surtout, voilà, donc j'en viens à mon troisième point, pourquoi faire confiance aux scientifiques, certes, mais après tout, on peut aussi raisonner de façon un peu plus radicale encore, mais est-il vraiment raisonnable de considérer que la notion de confiance relève de l'esprit scientifique, hein? On a sans arrêt des gens qui nous disent, mais il faut diffuser la culture scientifique, il faut partager l'esprit critique. Ok, mais l'esprit critique, qu'est-ce que c'est? C'est justement, moi je vous fais pas confiance, je regarde vos données, c'est l'exercice du doute. Hein? Et donc, quelque part, est-ce qu'il n'est pas paradoxal, finalement, au moment où on essaye de porter la diffusion de l'esprit critique, de la démarche scientifique, de vouloir que les Français, quelque part, nous fassent confiance, nous scientifiques, au lieu simplement de venir discuter avec nous et d'échanger et de partager et de faire monter en puissance ce que sera la culture scientifique. Donc c'est le propos d'une tribune qui a été publiée il y a quelque temps par un collègue qui essaye un petit peu de porter, Yves Charpas, qui essaie de porter un peu cette idée, c'est-à-dire que faire confiance, accepter de déléguer, accepter de faire parler les autres et de laisser prendre les décisions aux autres, c'est quelque part accroître finalement une distance qu'il faut essayer au contraire de réduire. Et peut-être que faut-il justement arrêter de demander aux gens de faire confiance, mais de s'intéresser, de s'impliquer, de discuter et d'échanger. Et c'est un peu la logique d'ailleurs des dispositifs participatifs qu'on essaye de développer au nom de ce qu'on appelle aujourd'hui la démocratie scientifique et technique. Donc il y a un enjeu ici aussi de mettre en doute, de mettre en question cette idée même de confiance pour la prendre à rebours et réfléchir un petit peu à ses limites. Alors, j'en viens à l'étude pour vous donner, il faut que je surveille l'heure parce qu'il me reste encore un quart d'heure, 20 minutes, pour vous donner quand même quelques résultats d'enquête, puisque c'est un petit peu ça. L'idée, c'est mesurer la confiance et vous donner aussi une idée de ce qu'on fait un petit peu par rapport à ces travaux de sciences sociales autour des attitudes des Français à l'égard des sciences en France. Donc effectivement, vous avez ce rapport, tout est accessible en ligne si ça vous intéresse, tous les rapports. Le rapport que j'ai évoqué sur l'intégrité scientifique est accessible en ligne. Le rapport sur les attitudes des Français est également en ligne. Alors, juste une petite digression. Pourquoi un rapport plutôt que, vous savez que nous, en tant que scientifiques, notre obligation morale, on pourrait dire, est de partager et de communiquer nos résultats. Et on peut le faire de différentes manières. Donc, on peut le faire généralement sous la forme d'articles scientifiques, mais dans ce cas-là, on pourrait dire quelque part que ça concerne nos pairs, c'est-à-dire que ce sont nos collègues qui vont lire ces articles.
On peut le faire sous la forme de prise de position, de tribune, dans les journaux, mais dans ce cas-là, il faut qu'on passe le filtre des journaux, et très souvent, les journalistes ou les journaux achètent un message, et c'est pas forcément celui que vous voulez. Donc il y a un cadrage, il y a un filtrage qui s'impose, et puis il y a cette possibilité finalement de faire une recherche et d'associer à cette recherche un rapport de recherche, que personne n'a commandé, personne n'en veut, à vrai dire, mais vous êtes là avec votre proposition, et c'est une façon comme ça de mettre à disposition ce qui est une forme d'état de l'art, d'état des savoirs sur un sujet particulier, et c'est à vous après d'en faire un élément pour animer le débat public. Et ça, c'est assez intéressant parce que c'est un mode d'intervention finalement qu'on peut être amené à développer de façon assez régulière, parce que ça permet d'expliciter. Oui. Le rapport était à votre initiative et pas une demande. Tout à fait. Le rapport, ce rapport est un rapport que personne n'a commandé. Il a été, on pourrait dire, il a été financé dans le cadre d'un événement scientifique, mais on aurait pu très bien, finalement, présenter des slides, présenter simplement des diapositives pendant le colloque, et simplement on s'est dit c'était effectivement un moment intéressant pour essayer de communiquer autour des résultats d'enquête. Et donc ça a pris la forme d'un rapport. Voilà, donc c'est juste sur la question du format, et c'est une façon donc de réfléchir aussi par rapport à ce que les scientifiques peuvent faire du point de vue de leur communication vers le grand public. Alors, très rapidement, pourquoi on s'intéresse donc aux attitudes ? Très rapidement par rapport aux représentations. Alors j'imagine que c'est trop petit pour vous qui êtes assez loin, donc je suis désolé. Là, il faudrait qu'on soit sur des grands écrans pour que ça puisse être lisible. Mais je vais vous dire simplement ce qu'il y a sur cette slide. C'est-à-dire pourquoi on s'intéresse aux représentations, à la façon dont vous représentez les sciences, parce que pour nous, il y a 3 dimensions qui sont importantes. On agit souvent sur la base de nos représentations. Donc ce sont des moteurs d'action. Donc selon la nature de votre attitude, selon la nature de vos représentations, vous allez agir de différentes manières, vous allez accepter telle ou telle chose, refuser telle ou telle chose. Et donc, ce sont on pourrait dire un petit peu des principes sur lesquels s'organisent différents types d'actions. Ensuite, les représentations sont souvent des mesures d'affinité, d'ajustement ou de désajustement. Et donc, on essaye de voir dans quelle mesure il peut y avoir des échelles collectives, des échelles de société, des valeurs qui sont plus ou moins congruentes, et on utilise ces enquêtes pour faire ça. Et puis, bien entendu, les représentations, ce sont aussi des facteurs qui vont contraindre, stimuler ou orienter ce que font les groupes professionnels. Selon l'état de l'opinion sur la science, eh bien, il est certain qu'on aura plus ou moins d'appui, par exemple, auprès des autorités publiques. Les politiques sont très sensibles à l'état de l'opinion, pour des raisons évidentes, et donc, selon qu'ils sentent que l'opinion soutient ou ne soutient pas telle ou telle dimension, tel ou tel groupe professionnel, eh bien, forcément, ça modifie les choses. Alors, vous connaissez sans doute cette série en thérapie. En thérapie, c'est intéressant parce que c'est une façon de mettre en scène, de mettre en visibilité un petit peu ce qu'est un groupe professionnel, donc la psychanalyse, les psychanalystes. Et la première étude consacrée à l'image publique des sciences, aux attitudes des Français à l'égard des sciences, est une enquête qui a été faite par Moscovici dans les années 60 et qui était consacrée précisément à la psychanalyse. Il fallait essayer de voir quelle était finalement l'image publique du psychanalyste. Ça remonte un petit peu plus loin. Et en France, donc, il existe des enquêtes depuis maintenant effectivement 50 ans. Donc la première enquête a été faite en 72 par mon collègue Daniel Bois. Et Daniel travaillait à l'époque sur la base d'une commande de la Délégation générale à la science et à la technologie, donc qui était une instance de financement de projets de recherche. Et le problème qui se posait pour eux, pour mesurer la confiance, on pourrait dire, c'était non pas la confiance, mais c'est plutôt la défiance. Et c'était l'idée de mesurer dans quelle mesure les mouvements de contestation des sciences et des techniques qu'ils observaient aux États-Unis allaient s'importer en France. Donc tout le monde avait les yeux rivés sur ce qui se passait aux États-Unis, avec les mobilisations et la critique des sciences, une critique parfois très violente, très, très politique. Et il y avait une très forte inquiétude avec ce risque potentiel que ces mouvements se déplacent vers l'Europe et s'installent en France. Et donc les premiers financements qui ont été portés sur ces enquêtes ont été portés sur cette idée qu'il fallait confirmer ou infirmer cette question donc de la dynamique de la défiance en France. Alors, comment ça fonctionne ces enquêtes? Ça fonctionne comme une sorte de train. Voilà.
vous avez donc ce qu'on appelle une série en sciences sociales, c'est-à-dire que vous avez une enquête qui est menée pendant 50 ans avec différentes vagues, et pour pouvoir faire des mesures comparées, pour pouvoir saisir dans le temps comment ça évolue, on a une locomotive, et c'est dans cette locomotive, il faut imaginer qu'il y a toujours les mêmes questions. Donc on garde toujours les mêmes questions, donc on est extrêmement dépendant de la manière dont les questions sont formulées, donc la manière dont elles ont été formulées dans les années 70. Et dans les wagons qui suivent, ben forcément, on essaye de moduler, de varier en fonction des périodes, en fonction des contextes. Bien sûr, le type de questions qui nous intéressent. Donc, par exemple, dans les années 70, il y avait beaucoup de questions sur voilà, les pays communistes, les scientifiques dans les pays communistes. Ça, c'était un point important dans les années 70. Un peu plus tard, on s'intéressait à la question des centrales nucléaires dans les années 80. On s'intéressait au sida dans les années 90. Et donc, on a bien sûr toujours gardé cette partie constante pour essayer de suivre dans le temps relativement long de 50 ans un même ensemble de questions. Donc, je passe rapidement sur ce point, mais bien entendu, quand vous étudiez ces attitudes des Français à l'égard des sciences et des techniques sur 50 ans, il est évident que la société française change. C'est-à-dire que la société française des années 70 n'est pas la même que celle que vous observez aujourd'hui. Elle a changé du point de vue démographique, elle a changé du point de vue des équilibres hommes-femmes, elle a changé également, voilà, là c'est la pyramide entre 72 et l'édition 2021, donc ça a complètement changé. Elle a changé également du point de vue idéologique. On a une sorte de déplacement idéologique qui est assez frappant par rapport à nos panels, et bien entendu, les panels qu'on utilise pour faire ces enquêtes sont toujours représentatifs de la population française. Alors, juste pour vous donner une anecdote qui revient toujours à cette question de confiance, lorsqu'on a rendu public ce rapport, donc c'était en novembre 2021, on a eu un écho assez important dans la presse. Pourquoi ? Parce qu'on a bénéficié d'une dépêche de l'agence France-Presse le jour où on a rendu public ce rapport. Et dans notre rapport, nous avions consacré 4 pages à la question du complotisme. Voilà, 4 pages sur une centaine de pages de rapport. Mais dans l'agence France-Presse, voilà, le complotisme occupait quasiment 80% du texte de l'agence France-Presse. Et donc on a eu une sorte d'effet d'invisibilisation, on pourrait dire, du rapport, qui nous a amené finalement à communiquer de façon extrêmement importante sur quelque chose d'assez mineur dans notre rapport, qui était cette question du complotisme. Et effectivement, on avait introduit quelques questions sur le complotisme, parce que c'est pour nous un élément dans un paysage global. Et ce qu'on disait dans notre rapport, c'est que grosso modo, on avait 4 Français sur 10 à peu près qui considèrent qu'il y a des preuves que dans l'histoire il y a bien existé des complots. Et je veux dire que ça, c'est pas totalement infondé. Et il peut y avoir des complots dans l'histoire. Mais sur ces 4 Français sur 10, la moitié pouvait être associé à ce qu'on appellerait une forme de conspirationnisme, c'est-à-dire l'idée de faire de la conspiration une forme de grille à partir de laquelle on va interpréter tout ce qui se passe autour de nous. Et donc, on passait donc en disant 4 Français sur 10 croient à des preuves et la moitié considèrent ou peuvent être considérés comme conspirationnistes d'une façon ou d'une autre, ce qui veut dire 20% de la population. Mais forcément, quand vous communiquez sur ça donc dans les médias, et quand vous dites, vous prenez 4 Français et vous prenez la moitié de 4 Français, eh bien, dans les médias, c'est pas ça qui passe, c'est la moitié des Français sont conspirationnistes. Et c'est ce que vous observez dans les médias. Vous avez 1 Français sur 2, voilà, pense que les élus sont des marionnettes d'un gouvernement, voilà. Donc, autrement dit, vous avez un travail, pas simplement de mise en circulation d'informations, mais vous avez un travail également de correction à faire, parce que l'information, dès qu'elle passe dans le canal du journalisme ou des chaînes d'infos, il y a une désinformation quasiment immédiate. Et donc on a besoin de corriger immédiatement pour pouvoir après effectivement faire un travail d'information à peu près correct. Alors, très rapidement, je vais avancer sur ça, juste pour pouvoir arriver à la question qui vous intéresse directement, sur les questions de confiance et d'inclusion. Qu'est-ce qui ressort de cette étude ? Donc, la question qui est posée, comme je vous l'ai dit, on est dans un contexte assez anxiogène, on est dans un contexte dans lequel, en général, les Français font peu confiance à un autrui indifférencié, et on est dans un contexte dans lequel les scientifiques, la communauté scientifique est inquiète. Donc, a priori, on est dans un contexte peu favorable à l'expression de confiance. Pour autant,
quand on interroge un panel français sur la confiance exprimée à l'égard des scientifiques en général, de la science, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a toujours à peu près entre 8 et 9 Français sur 10 qui disent faire confiance à la science. C'est quelque chose de constant. Et c'est quelque chose qu'on répète sans arrêt. Mais c'est pas grave, hein, on peut continuer encore assez longtemps. Mais on a toujours une expression très très forte de confiance à l'égard des scientifiques, pour autant que ces scientifiques soient des scientifiques qui travaillent dans le public, auquel on associe une forme d'indépendance par rapport à des intérêts privés. Donc ça, c'est un point qu'il faut essayer de souligner, et bien entendu, on peut avoir quelques variations par rapport à la valeur d'ensemble, on peut avoir des variations en fonction du genre, on peut avoir des variations également en fonction de l'orientation idéologique, selon que vous avez voté à la précédente élection pour le Rassemblement national ou pour Emmanuel Macron, forcément vous pouvez avoir quelques variations. Mais dans l'ensemble, on va dire, on va avoir une expression de confiance très très forte. Lorsqu'on pose la question à qui faites-vous confiance pour dire la vérité sur la Covid-19, même chose, on retrouve les scientifiques à un niveau très élevé, toujours à peu près autour de 8 Français sur 10. Il n'y a qu'un groupe professionnel qui dépasse les scientifiques, ce sont les médecins. Ce sont en gros l'autorité finalement, ou la forme d'expertise la plus proche, la plus quotidienne, on pourrait dire quelque part, qui incarne. Et pour beaucoup de Français, d'ailleurs, il n'y a pas une distinction très claire entre la médecine et la science. Beaucoup de Français considèrent que la médecine, c'est de la science. Par contre, effectivement, si on se déplace sur les différents groupes professionnels que vous voyez, alors on les voit bien, c'est même assez flou, il faudra bien le dire, mais tout en bas, vous avez effectivement les politiques qui n'arrivent qu'à obtenir péniblement que 15% d'expression de confiance. En remontant, vous passez ensuite les journalistes, avec une expression de confiance à peu près à 30-35-40%, les juristes, les avocats, et au milieu, ce que je disais tout à l'heure, l'industrie, la recherche industrielle. La recherche industrielle, à peu près, arrive à capter la confiance de 4 à 5 Français sur 10. Voilà, ça c'est assez important. Pourquoi? Parce que, peut-être que vous n'en êtes pas conscient, mais l'essentiel de la recherche en France est conduite aujourd'hui dans le privé. C'est-à-dire que la recherche, aujourd'hui, elle n'est pas le fait de la recherche publique, en tout cas elle existe encore bien sûr dans la recherche publique, sinon je ne serais pas là ce soir, mais il faut bien dire que l'essentiel maintenant des chercheurs, l'essentiel des ingénieurs travaillent dans les industries, travaillent dans des formats de recherche partenariale, et ça veut dire que l'essentiel du tissu de production de la recherche en France est associé à une expression de confiance assez modérée, donc qui va être à peu près de 4 à 5 Français sur 10. Le point effectivement qui me semble important et qui renvoie à cette question que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire faut-il accepter de déléguer, faut-il accepter de faire confiance aux scientifiques pour prendre les grandes décisions, on a cette idée qui est très forte, en tout cas qui a été très forte très longtemps, et lorsqu'on pose cette question donc à nos panels, dans quelle mesure pensez-vous que le public doit être impliqué dans la prise de décision en matière de sciences et de technologie? On a aujourd'hui un tiers de nos enquêtés qui nous disent « Ok, je suis pas expert, donc je fais confiance aux experts pour prendre les bonnes décisions. » Donc on a cette idée de délégation aux experts, et c'est à eux qu'il revient finalement sur la base, une base informée de prendre la bonne décision. Ce qui veut dire donc inversement qu'on a 2 tiers de nos enquêtés qui considèrent que d'une façon ou d'une autre, ils doivent être associés ou ils doivent être impliqués. Et ça, c'est assez important. Et ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure sur faut-il faire confiance, jusqu'où faut-il faire confiance. À travers cette volonté d'inclusion, cette volonté de participation, on voit aussi que se joue potentiellement, en tout cas, une réflexion de fond sur l'ensemble des dispositifs participatifs qui peuvent donner corps, qui peuvent incarner cette volonté d'inclusion. Et il est clair que les différentes expériences récentes n'ont pas toujours été un franc succès. Il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits, notamment sur la conférence citoyenne sur le climat, pour essayer de porter un certain nombre de mesures. Et c'est vrai que le fait que ces événements soient complètement découplés de toute forme ou réglementaire ou législative fait qu'on est un petit peu sans socle. En tout cas, on n'a pas d'appui qui permette d'imposer, d'une façon ou d'une autre, aux politiques un certain nombre de décisions. Donc le politique reste bien sûr totalement libre de faire ce qu'il le souhaite.
Donc, de ce point de vue-là, je pense qu'il y a une vraie... C'est un sujet sur lequel on peut discuter des heures, mais j'en ai discuté avec quelques juristes et quelques politistes. En tout cas, il y a cette idée qu'en France, en tout cas, on n'a pas le bon paysage institutionnel pour porter véritablement une démocratie scientifique et technique forte, en tout cas pas comparable à ce qu'on peut avoir dans les pays d'Europe du Nord. Et pour faire ça, il faudrait sans doute changer pas mal de choses, mais il n'y a pas forcément de volonté de politique de faire ça en ce moment. Donc tout ça restera pour plus tard. Et puis un dernier point sur lequel je voudrais terminer, puisque je voudrais pas déborder de trop, il y a un sujet que je trouve toujours fascinant quand on fait ces enquêtes, hein, c'est pas du tout nouveau, ça on le fait depuis 50 ans, c'est toujours de demander aux Français ce qu'ils pensent des domaines de recherche. Est-ce qu'ils sont pour vous? Est-ce que c'est de la science ou est-ce que c'est pas de la science? Qu'est-ce qui est scientifique et qu'est-ce qui est pas scientifique? Et est-ce qu'il existe finalement des disciplines qu'on pense finalement comme peu scientifiques, mais que le grand public voit comme étant extrêmement aussi scientifiques que les mathématiques ou la physique? Et donc ça c'est typiquement ce type on peut voir des évolutions assez importantes par rapport à ça. Et alors là, c'est vraiment trop petit, mais quand on pose ces questions aux Français, on a généralement différents groupes de domaines de recherche qui ressortent. Les domaines qui sont incontestés, incontestables, qui ont une forme de crédit très fort. Et ça, c'est important parce qu'il est évident que quand on accorde du crédit de scientificité, ça veut dire qu'on accorde une confiance également importante à ces disciplines. Donc, a priori, on accorde un crédit important à la médecine, à la biologie, à la physique, aux mathématiques, à l'astronomie. C'est ce qui ressort le plus chez nos enquêtés. Ensuite, on a un deuxième groupe qui vient tout de suite après. Donc sur le premier groupe, si vous voyez, c'est souvent un petit peu de sorte de recherche fondamentale. Donc on va avoir des recherches qui sont orientées vers des dimensions plutôt non appliquées, on pourrait dire. En tout cas, qui peuvent ne pas avoir de dimension appliquée, sauf la médecine. Ensuite, on va avoir la météorologie, l'agronomie et la statistique. Donc ça va être un deuxième groupe qui va venir tout de suite en dessous en termes de crédit scientifique. Et puis, tout de suite après, on va un troisième groupe dans lequel on va retrouver la psychologie, la psychanalyse, la sociologie, l'économie, l'histoire et les études de genre. Donc les études de genre, c'est ce qui ferme la marche du point de vue du crédit scientifique en France. Autrement dit, on a très peu de Français qui considèrent que ce soit véritablement des sciences. Et puis on a des invités surprises. Oui, études de genre, le genre. Et puis on a un quatrième groupe qui est un groupe d'invités surprises. C'est l'homéopathie, l'agrophologie et les horoscopes, l'astrologie. Et là, il faut bien vous rendre compte. Voilà, il faut bien vous rendre compte que pour beaucoup de Français, il est évident que l'astrologie, la graphologie, l'homéopathie, c'est bien plus scientifique que l'histoire, l'économie, la sociologie. C'est quelque chose qui va se glisser entre les disciplines académiques. Et ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant à étudier parce que ces invités surprises sont là depuis très longtemps. Hein, et il faut essayer de réfléchir aussi aux raisons pour lesquelles ces invités surprises sont là, ont un crédit. Pourquoi on a confiance, par exemple, dans des traitements homéopathiques? A priori, moi je dirais que si l'État rembourse le traitement homéopathique, plutôt un bon signe. Alors bien sûr, si l'État retire le remboursement, peut-être que là, ça va me poser des questions. Donc il ne faut pas imaginer non plus qu'il y ait une forme de crédulité. Il y a des conditions, quelque part, qui créent cette confiance. Et il faut réfléchir à ces conditions et à la façon dont elles sont entretenues. Oui. C'est au-dessus, en termes de confiance, de sociologie, ou c'est vraiment les derniers? Non, c'est au-dessus. Au-dessus? Au-dessus. Oui, effectivement, j'ai gardé ces intrus à la fin pour bien les séparer, mais du point de vue de l'expression de confiance, ils sont au-dessus de ce que vous pouvez avoir pour l'histoire, pour les sciences sociales en général, pour l'économie. Oui, tout à fait. Et dans les disciplines... La sociologie, ou vous considérez que l'astrologie est plus scientifique que la sociologie, l'histoire ou l'économie? Voilà. Alors, ça ne va pas jusqu'à être plus scientifique que l'astronomie, mais il y a parfois une confusion entre astronomie et astrologie, et donc des fois on peut obtenir des résultats un petit peu surprenants. Pardon? L'horoscope, lui, est plutôt bas dans le classement. C'est plutôt l'homéopathie et la graphologie qui sont relativement hauts. L'horoscope, alors l'horoscope, ça c'est vraiment quelque chose d'assez surprenant, mais il était relativement haut, à peu près au milieu des hiérarchies scientifiques jusqu'à peu près au début des années 2000. Donc il était relativement haut, et là il a chuté ces derniers temps. Donc il est maintenant en queue de classement, mais il a été très haut pendant très longtemps. C'est en fait
l'homéopathie et la pathologie. Oui, oui. Voilà. Voilà. Mais il faut bien vous dire que là, donc on a retenu ces disciplines parce que on les avait dès le début de la série depuis les années 70. Mais il y a plein de nouvelles disciplines qui ont émergé notamment avec la période Covid. Donc il y a tout le pan de naturopathie, d'aromathérapie. Et là, on a effectivement des chiffres sur lesquels on n'a pas de recul encore, mais qui ont pris une importance assez considérable. Il n'y a pas très longtemps, il y avait un petit papier sur ce sujet-là, dans lequel on essayait de voir un petit peu de quelle manière ces pratiques de médecine alternative venaient se substituer à d'autres pratiques antérieures. Et donc là, il y a clairement un nouvel espace qui est en train de se constituer autour de ça. C'est carrément du parasitage. Dans quel sens du parasitage ? Ces disciplines qui sont pas du tout scientifiques arrivent à parasiter le monde scientifique et se faire une place à la place des vrais autres. Alors, là, ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de dénoncer une sorte de jugement moral sur ces disciplines. Mais vous avez raison, ces disciplines occupent un espace et quelque part essayent parfois de jouer d'une forme de scientificité. Il faut bien se dire que les parapsychologues, par exemple, qui ont été beaucoup étudiés, qui sont très intéressants, donnent tous les signes extérieurs de la scientificité. Ils essayent quelque part de mimer la science. Vous les incluez dans votre enquête que vous leur donnez une apparence de scientificité. Si vous ne les incluez pas, les gens ne se diraient pas tiens, cette science-là, est-ce que j'y crois ? Alors, posez la question. C'est comme si vous me demandiez, faut-il mesurer ces attitudes ou au contraire faut-il les écarter ? Moi je pense que c'est plus intéressant d'essayer de voir précisément la variété des expressions de confiance et ne pas chercher a priori à les écarter, mais plutôt de voir comment elles évoluent. Et moi, une évolution que je trouve très intéressante, c'est l'astrologie. C'est pourquoi effectivement dans les années 2000 on avait 40-50% de nos panels qui nous considéraient qu'il y avait une forme de crédit scientifique et aujourd'hui qu'on a à peu près 10%. Donc c'est une chute vraiment spectaculaire. Mais du coup se pose la question, mais qu'est-ce qui a remplacé ? Quel est le mouvement qui s'est fait pour pouvoir libérer cet espace ? Et donc si on veut, en tout cas, c'est ce que j'essaie souvent de faire comprendre à mes collègues, si on veut intervenir dans l'espace public, il faut avoir une idée un petit peu de cette cartographie de ce qui est considéré comme scientifique ou pas par le grand public. Et on peut pas le faire de façon pertinente si on n'a pas ça en tête. Donc je pense qu'au contraire, il faut être le plus ouvert possible et bien sûr laisser à chacun après la possibilité de faire son jugement par rapport à ça. Oui. La question posée, c'était est-ce que ces sciences, pathologie, homéopathie, ces disciplines, ces domaines disciplinaires, est-ce que ça, c'est la science ? Premier type de question. Le deuxième type de question, est-ce que vous avez confiance en... c'est deux questions. Vous avez raison. Tout à fait, vous avez raison. Tout à fait, vous avez raison, ce sont deux questions différentes. La question qui est posée ici, c'est le degré de scientificité accordé à. Voilà. Et il ne s'agit pas de dire faites-vous confiance à l'astrologie, mais considérez-vous que l'astrologie est une science. Voilà. Donc ça, c'est le point de départ. Après, si on réfléchit effectivement à l'articulation qui se pose, c'est, comme je vous le disais tout à l'heure, on est sur une expression de confiance massive pour tout ce qui relève de la science en général. Donc, indirectement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'indirectement, à travers la qualification de scientificité, se joue, d'une certaine façon, une forme indirecte d'expression de confiance. Mais je suis d'accord avec vous, ce sont deux choses différentes. Et donc là, j'ai bien conscience de resserrer les deux éléments. Et on peut, bien sûr, les enquêtes permettent de faire ça de façon assez fine, avec des échelles vraiment qu'on peut étudier précisément. Juste pour terminer, parce que je pense qu'il y a peut-être, il faut que je ramasse et que je termine. Je souligne juste 3 points qui me semblent un petit peu critiques pour l'avenir. Et c'est un sujet de discussion avec beaucoup de collègues. Donc 3 points qui me paraissent importants. Premier point, c'est ce que j'ai essayé de... Alors là, vous le voyez pas du tout. Ce que j'ai essayé un petit peu de communiquer l'an dernier quand il fallait présenter ces enquêtes. Il y a quelque chose qui singularise la France à l'échelle internationale, qui est vraiment très, très caractéristique. C'est ce que j'ai essayé de nommer à travers la notion d'ambivalence. C'est-à-dire que les Français ont une relation ou désenchantée ou ambivalente à l'égard des sciences et des techniques, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la défiance qu'on pense. Contrairement à ce que disent mes collègues scientifiques, les Français ne sont pas défiants à l'égard de la science, mais ils n'ont pas non plus le rapport naïf ou enchanté qu'on peut observer dans d'autres pays. Travaillé assez longtemps aux États-Unis, les gens sont férus, ont une forme d'acceptation de l'idée d'innovation.
Ils considèrent par défaut que c'est quelque chose de bien et que ça va être utile socialement. On n'a pas ça en France. En France, on a sans doute, non pas défiance, mais un rapport un petit peu critique. Et donc, on peut le mesurer de façon assez simple. On demande aux Français souvent, est-ce que vous considérez que est-ce que la science apporte plus de bien que de mal, plus de mal que de bien, ou autant de mal que de bien? Et l'expression, bien sûr, de mise en tension du mal et du bien, ici, est très importante. Donc, on ne parle pas ici de la science, mais on parle de ce qu'elle apporte, de ses effets du point de vue de la société. Et ce qui est vraiment frappant, c'est que dans les années 80, quand on posait cette question, on avait à peu près 4 Français sur 10 qui nous disaient autant de bien que de mal. Un peu de choses près. Aujourd'hui, on est passé à 60%. Aujourd'hui, on a 6 Français sur 10 qui considèrent que les sciences et les techniques apportent autant de bien que de mal. Ce qui veut dire qu'on est champion du monde. On est à l'échelle internationale le pays en tête du point de vue de cette expression d'ambivalence et moi ce que je décris en termes de désenchantement. Et il ne faut pas le lire nécessairement de façon alarmiste, il ne faut pas le lire de façon nécessairement catastrophiste, mais il faut en tenir compte et je renvoie à ce que je disais tout à l'heure sur, après tout, est-ce qu'un peu d'esprit critique ne ferait pas de mal, y compris dans des situations comme celle qui est la nôtre. Et ça, c'est l'évolution de l'expression justement d'ambivalence qu'on peut observer sur 50 ans. Le deuxième point critique pour l'avenir, c'est qu'on a des sujets, on a des dossiers qui sont tout simplement bloqués. C'est-à-dire qu'ils sont bloqués dans l'opinion, qui ne bougent pas. Donc on a des sujets qui ne bougent pas, comme les OGM, comme les déchets nucléaires, comme les nouveaux aliments, les viandes synthétiques, ou plus récemment un sujet intéressant, parce que là pour le coup il est un peu en phase explosive, c'est l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, aujourd'hui, on a 4 Français sur 10 seulement qui nous disent que ça va être plutôt positif pour leur vie quotidienne. Donc ça veut dire qu'on a 6 Français sur 10 qui disent l'inverse, qui disent grosso modo que c'est quelque chose qui ne va pas contribuer à leur bien-être. Et puis un troisième point que je voudrais souligner pour l'avenir, ça c'est vraiment quelque chose de très important, c'est la question de la culture scientifique. Alors la culture scientifique, effectivement, est une culture scientifique qui n'est pas aussi mauvaise qu'on peut imaginer. Donc il y a de l'intérêt, il y a des connaissances, mais ces connaissances nous paraissent, du point de vue de nos mesures, relativement fragiles et en voie de fragilisation. Et donc sur 50 ans, un certain nombre de questions sont posées, qui sont répétées, et on voit que de ce point de vue-là, il n'y a pas là encore, il n'y a pas de vision alarmiste à avoir, mais il y a clairement un enjeu pour se ressaisir de cette question de la culture scientifique de façon non idéologique, de façon non partisane, mais vraiment remettre ça sur la table du point de vue de l'éducation, du point de vue des formes d'éducation et du point de vue de l'engagement public des scientifiques. Et voilà, donc il y a des chercheurs qui font ça très très bien, mais ça reste à ce stade quand même assez minoritaire. Par ailleurs, juste un point, j'ai été auditionné il n'y a pas très longtemps par un parlementaire qui travaille sur ces questions-là et qui effectivement imaginait que finalement l'école n'était plus véritablement, on n'avait plus les moyens suffisants pour faire ça, pour porter ce projet de culture scientifique et qu'il fallait réinventer le rapport à l'école, réinventer le rapport entre l'école et la communauté scientifique pour pouvoir faire intervenir dans l'enceinte de l'institution scolaire des intervenants plus régulièrement de façon à nourrir cette curiosité et ce désir de savoir qui aujourd'hui fait parfois trop défaut dans les différentes filières scolaires. Donc il y a un gros chantier, un chantier énorme devant nous par rapport à ça. Voilà, je m'arrête ici et merci pour votre écoute. Ça va être très rapide, c'est une précision un peu de méthode, c'est-à-dire qu'à plusieurs reprises, vous avez dit un tiers des Français pensent ceci, donc 2 tiers, 40% pour ça, donc 60% pensent le contraire. Et vous devez quand même avoir une grosse catégorie de c'est pas quand même, plutôt que le reste pense autrement. Oui, vous avez raison. Là, c'est une facilité oratoire, on va dire. Effectivement, je simplifie à l'extrême et bien entendu, si on voulait préciser les choses, il faudrait que je vous donne les chiffres exacts, mais pas simplement les grandes proportions, et que je vous restitue à la fois la proportion des personnes qui disent ne pas savoir, mais également la proportion des personnes qui ne se prononcent pas.
Voilà. Et on essaye sur ces enquêtes. Donc là, je vous invite à vous reporter vers le rapport. Vous avez tous les chiffres, tous les tableaux sont bien sûr accessibles. Et je pense que c'est aussi important. C'est une question qu'on s'est posée récemment sur une enquête. C'était effectivement comment interpréter cette expression de ne se prononce pas. Je pense qu'il y a enfin voilà, ça mérite une vraie réflexion méthodologique. Mais vous avez tout à fait raison. C'est une facilité de langage, mais c'est pour ces questions, à ce stade, et peut-être que c'est une dimension un petit peu pédagogique, je pense que c'est important de rester sur les grandes échelles. Ça n'a aucune importance au final de savoir si c'est 55, 56, 57%. À ce stade, en termes de grandes orientations, bien entendu, pour nous, du point de vue académique, c'est important de faire le distinguo et d'être capable de préciser les choses au plus fin. 4 sur 10 sont pour, donc 6 sur 10 sont contre. Évidemment que ça donne une impression massive. Alors que sur les 6 sur 10, il n'y en a peut-être que 4 qui sont contre. C'est 4 pour, 4 contre, et le reste, voilà. Mais c'est pas tout à fait. J'ai l'impression que quand vous assimilez tout ça. Tout à fait, je suis d'accord avec vous, c'est là encore, je plaide coupable. Et sans doute, effectivement, je simplifie à l'extrême. Mais je pense malgré tout que quand je vous dis effectivement 4 et 6, ça restitue quelque chose de l'enseignement général qu'il faut retenir. Et que, voilà, je vous invite après à regarder le détail du rapport et à préciser si besoin. Je vous propose de poser 2, 3 questions, et puis après, si ça Oui. vous va. D'accord, très bien. Oui, je suis d'accord avec la variable politique qui m'intéresse particulièrement sur comment mesurer le niveau de culture scientifique. On a une courbe et on est trop loin pour voir ce que c'est. Qu'est-ce que vous mesurez, comment vous mesurez, quelle est la place que vous en donnez. Ensuite, la didactique, je ne vois pas non plus, parce que ça doit être le temps, un peu, le temps. Donc, dans la courbe descend, est-ce qu'elle descend de 2%, est-ce qu'elle descend 50%? Est-ce que vous pourriez commenter cette courbe qui, moi, me semble fondamentale, c'est-à-dire le niveau scientifique global de la population qui est en fait le fondement de la compréhension. Puisque, comme vous l'avez dit, la science, il y a un problème. On n'entend rien. Ah bon? Je suis désolé. Je suis désolé. Vous m'entendez mieux? Oui. Je demandais simplement comment c'était la politique qui me paraît extrêmement importante parce que c'est la vie de la culture scientifique en France et son évolution. Je ne voyais pas pourquoi il y avait la plusieurs comptes. Vous commencez. Et ensuite, ça me paraît extrêmement important parce que, en fait, la confiance qu'ont les gens par rapport aux scientifiques, c'est justement fondé sur leur culture scientifique. Et en l'absence de culture scientifique, comment pouvez-vous avoir confiance? On a eu vraiment les exemples récents là, avec le Covid, on est tout d'un coup à parler d'ARN messager, de parler de PCR, d'antigène et tout ça. Si les gens ne savent pas ce que c'est, ils ne peuvent pas comprendre, quelque part, et adhérer à un discours scientifique. Oui, moi je voudrais savoir par rapport au médecin qui s'est fait attraper. Bon, ça prouve déjà qu'il y a un système de vérification qui est là aussi pour découvrir les médecins fraudeurs. Est-ce que ça a jeté un gros doute sur est-ce que la confiance envers cette catégorie de médecine a été impactée par cet événement? Et la question plus simplement, c'est suffit-il qu'on aille chercher des coups à un scientifique connu à tort ou à raison pour que le mal soit fait et que la confiance tombe envers cette personne ou cette catégorie? Je voulais dire que est-ce qu'il n'y a pas dans cette évolution de la science, c'est-à-dire la recherche et ses applications, qui ont rencontré les phénomènes que nous traversons, c'est-à-dire la Covid, le climat, etc. Est-ce qu'il n'y a pas
et qu'on pourrait en attendre tout, et qu'en même temps, elle manquerait d'éthique. C'est-à-dire que, enfin, je pense surtout aux possibilités de la médecine, et à tout ce que la médecine peut imaginer autour du corps humain. Et est-ce que ça n'entraîne pas une sorte de méfiance ou défiance, cette illimité de la science? Et en même temps, une ambivalence, parce que je pense qu'on attend aussi beaucoup de la science, qu'elle résolve nos difficultés. Et c'est comme si elle avait une toute puissance de dire le vrai sur le vrai. Enfin, je pense qu'on est traversé par, surtout en temps de crise, par ces contradictions. On a peut-être du mal à dire. Oui, je vais répondre, je vais reprendre comme ça dans ce sens pour répondre sur la dernière question. La dernière question, effectivement, il y a ce mythe de toute puissance, on pourrait dire, hein, de toute puissance de la science, et il faut bien aussi avoir en tête que les scientifiques eux-mêmes ont tendance un petit peu à alimenter ce mythe de la toute puissance. Voilà, on sait très bien que les scientifiques sont très productifs, très prolixes en termes de promesses, et voilà, et après les promesses, qu'elles soient tenues ou pas, c'est pas vraiment le problème, puisqu'au final, les financements sont obtenus. Moi, je pense qu'il faut avoir en tête, par exemple, le fameux programme sur le génome humain, qui a mobilisé des équipes à l'international, qui est parti sur l'idée qu'on allait guérir toutes les maladies en 10 ou 15 ans, avec souvent une idée très simpliste de la façon dont ces maladies sont générées, avec des approches très monogéniques. Donc peu à peu, le tableau s'est complexifié, peu à peu les scientifiques ont pris conscience de la complexité de ce à quoi ils avaient affaire, et peu à peu ils ont transformé leur projet, ils ont bifurqué, ils ont investi de nouveaux champs de recherche, et ils se déplacent comme ça. Mais il est évident qu'ils ont besoin d'avoir une impulsion, ils ont besoin d'avoir un financement à l'origine, d'avoir une politique publique de soutien, et pour ce faire, ils sont d'embellir un petit peu, sans doute, un petit peu les perspectives. Donc il y a une économie de la promesse, on pourrait dire, qui est quand même assez forte dans le domaine scientifique, et bien entendu, on essaye aussi de réfléchir à la façon de réduire ces promesses, parce que effectivement, une promesse qui n'est pas tenue, ça crée de la frustration, ça crée de la déception, et ça crée un écart important entre ce qui est attendu et ce qu'on obtient. C'est un peu mon exemple du chauffeur de bus qui ne vient pas. C'est vrai que si le traitement ne vient pas alors qu'il a été promis il y a 15, 20, 30 ans, il y a une bonne raison de douter de la capacité du scientifique à tenir ses promesses. Donc il faut essayer de calmer un petit peu nos collègues par rapport à ça. Ensuite, ce que vous mentionnez, effectivement, c'est qu'il y a une tension très forte chez nos enquêtés entre ce qui est attendu, ce qui est espéré, et puis la volonté de contrôle, la volonté de réguler. On a une expression très très forte et régulière chez nos enquêtés sur l'idée qu'il ne faut pas laisser les scientifiques dans le domaine biomédical travailler tout seuls, il faut les encadrer de façon assez stricte. Et on a, je pense que la dernière enquête, c'est à peu près 8 Français sur 10 qui considéraient que sur certains développements, notamment tout ce qui relève du génie génétique, voilà, je ne sais pas si vous êtes familier de ces questions-là, mais le génie génétique, tout ce qui est CRISPR-Cas9, donc une nouvelle technique un petit peu de ciseaux cellulaires, toutes ces choses-là sont des choses qui inquiètent et qui, en tout cas, quand on les explique, suscitent généralement une demande de contrôle. Et pour vous rassurer, le contrôle il existe. Le contrôle à ce stade, il faut imaginer qu'en France, sur certains domaines, on ne peut pas travailler comme librement. Hein. Donc les chercheurs qui travaillent sur ces questions-là sont encadrés. Il y a une agence de la biomédecine qui supervise un certain nombre de travaux. Il y a des supervisions au niveau des boards, ce qu'on appelle en IRB, des comités d'évaluation éthique. Donc il y a de véritables instances de contrôle et de régulation qui sont en place, et je pense qu'il y a aussi, bon après ça c'est un travail de fond qui a été entrepris maintenant depuis à peu près une dizaine d'années autour de la structuration du paysage de l'éthique de la recherche en France, c'est assez important. Donc je suis d'accord avec vous, il y a quelque chose qui relève d'une forme de mythe de la toute-puissance scientifique, qui a une utilité importante pour la communauté scientifique, et il faut apprendre un petit peu à faire bon usage, à ne pas en faire un usage trop délirant, parce qu'on crée de la frustration et on crée de la défiance. Je suis d'accord avec vous. Je reviens ensuite à la deuxième question qui était autour de Paolo Macchiarini, mais au final, qu'est-ce que pèsent ces cas spectaculaires par rapport à l'expression de confiance? À vrai dire, peu de choses. Et c'est plutôt la bonne nouvelle, c'est que, alors bien entendu, si vous êtes un institut de sondage
et que vous observez les variations d'attitude quasiment semaine à semaine, eh ben c'est comme si vous regardiez une sorte de sismographe, et puis à un moment donné, vous avez un tremblement de terre. Donc votre aiguille, elle va s'affoler, et vos attitudes, elles vont bien sûr évoluer énormément. Mais comme vous l'imaginez, nous on ne travaille pas à la semaine, on ne travaille pas au mois, mais on travaille sur des échelles de temps plus longues, à 50 ans à peu près. Et donc il est évident qu'une fois que vous prenez ce recul-là, sur cette durée-là, on voit au contraire que les attitudes sont extrêmement stables. Et il faut vraiment des choses très importantes pour qu'il y ait des évolutions structurelles. Donc même un cas aussi spectaculaire que Macchiarini, c'est un cas qui certes a eu beaucoup de couverture médiatique, qui a pu troubler l'opinion en Suède en particulier parce que c'est vraiment au centre, l'institution centrale pour la Suède. Et c'est une question aussi d'enjeu d'image publique à l'échelle internationale. Il faut bien vous dire que les cas de fraude ou d'inconduite scientifique sont pris très au sérieux par les autorités publiques parce qu'il y va certes de l'image de la communauté scientifique, mais il y va aussi de l'image du pays à l'échelle internationale. Et donc il arrive parfois que ces chercheurs pris en situation de fraude soient condamnés à de la prison. Ça a été le cas en Corée du Sud il n'y a pas très longtemps. Ça a été le cas aussi aux États-Unis. Donc il y a eu des cas spectaculaires, et c'est suite à ces cas spectaculaires qu'a été créé le premier office pour l'intégrité à la recherche. Donc on pourrait dire, il ne faut pas négliger l'impact conjoncturel, mais on peut être relativement confiant sur la durée, sur les effets sur la durée. Donc je reviens à la première question qui était à la fois sur la culture scientifique et sur le lien, qui me paraît une question. Vous avez une double question. Une question sur qu'est-ce qu'on mesure, et par ailleurs, qu'est-ce qu'on peut attendre de la culture scientifique, de la connaissance du point de vue des attitudes. Est-ce que, comme vous le pensez, la connaissance scientifique, le fait d'avoir une forme de culture scientifique va créer une forme d'adhésion, d'adhésion. Alors, ma première réponse, ça sera de vous dire non. Ça veut dire, ma réponse, c'est qu'il n'y a pas de relation simple entre être informé, avoir une culture scientifique, et adhérer à quelque chose. C'est un petit peu plus compliqué. C'est une condition nécessaire, mais c'est pas une condition suffisante. Et la meilleure preuve de ça, c'est qu'on a... et parfois on s'y attend pas forcément, mais si on fait ces enquêtes comme on le fait nous sur la communauté scientifique, on a des gens qui sont a priori plutôt proches de la culture scientifique. Si je fais une enquête sur les chercheurs, sur les ingénieurs, sur les techniciens, on ne peut pas vraiment considérer que ce soit des gens qui soient très distants de la culture scientifique. C'est leur vie professionnelle, c'est leur investissement quotidien. Mais sur plein de questions qui relèvent de l'acceptabilité des mobilisations sociales contre les innovations technologiques, ils sont très proches de la société civile. Ils sont très très proches. Si on leur demande aujourd'hui, est-ce que vous considérez comme acceptable de boycotter les produits contenant des OGM, à votre avis, quelle est la proportion sur 10 de scientifiques qui sont plutôt d'accord sur l'idée que ce soit acceptable? Combien? Non, c'est 9 sur 10. 9 sur 10. Entre 8 et 9, c'est à peu près la même chose. Donc, c'est ça qui est aussi intéressant, c'est qu'il faut imaginer que nos collègues, nos chercheurs, ce sont aussi des membres de la société qui partagent avec leur environnement social un certain nombre de choses, un certain nombre de doutes. Et là encore, il faut bien entendu être attentif. Quand je dis considère comme acceptable, c'est pas adhérer. Il faut pas imaginer qu'on adhère nécessairement au boycott. Ça veut dire qu'on considère comme acceptable le fait que des mobilisations contre les innovations technologiques. C'est une composante normale de la vie sociale. Donc tout ça pour vous dire que l'adhésion, c'est compliqué. L'adhésion, c'est des choses compliquées. Et parfois... Oui, bien sûr. Tout ça est extrêmement sensible. Non, mais... Voilà, je vous invite, si ça vous intéresse... Si tranché, par exemple, que les vaccins Voilà. Je vous invite, si ça vous intéresse, à regarder le rapport qu'on a rendu public la semaine dernière sur ces questions, puisque ce sont les questions qu'on a utilisées pour les chercheurs du CNRS. Donc on a des items sur effectivement l'acceptabilité de l'opposition à l'obligation vaccinale, l'acceptabilité de la destruction des essais de champs d'OGM en plein champ. Donc toute une suite d'items. Et c'est effectivement intéressant de voir qu'il y a vraiment un point de rupture très net lorsqu'on passe sur la question de la destruction des champs d'OGM. Là, autant le grand public suit, autant la communauté scientifique ne suit pas. Et pareil sur l'obligation vaccinale, là c'est clairement des lignes de démarcation. Donc je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de différence, je dis que parfois il faut être prudent
et que, effectivement, être informé, avoir une culture scientifique ne vaut pas adhésion. Ce sont deux choses différentes. Et il ne faut pas imaginer non plus qu'il suffira de transmettre la culture scientifique pour créer de l'adhésion sur certaines choses. C'est un petit peu plus complexe. Sinon, pour cette figure, effectivement, qu'est-ce qu'on voit sur cette figure ? Donc c'est un calcul de score, donc c'est normalisé. Ce que vous voyez, normalement, c'est un score qui va de 0 à 1, mais on ne prend ici que les valeurs pertinentes entre 0,5 et 0,7. Et effectivement, sur l'axe, vous avez des années 70 à 2021. Comment on fait ? Tout simplement, ici c'est une mesure très rudimentaire, et ça j'insiste bien, hein, très rudimentaire de la culture scientifique. Pourquoi ? Parce que c'est un ensemble de questions qui sont standardisées, qu'on utilise pour dire, voilà, est-ce que vous pouvez nous dire si telle ou telle chose est vraie ou si elle est fausse ? Il y a une liste comme ça de questions standards dans les grandes enquêtes internationales, et sur la base des réponses qu'on obtient, on calcule un score de familiarité et on peut comparer au niveau international ce qu'on obtient. Et donc, ce qu'on montre, en tout cas ici, c'est que si on prend l'évolution depuis les années 90, et donc les différentes lignes, c'est les différentes générations qui ont répondu à l'enquête. Donc, selon que vous êtes né entre 1919, 1940, 1950-75, 1991, etc., etc. Et donc, alors, je suis désolé, hein, il faudrait vraiment un très grand écran pour que vous puissiez voir quelque chose. Voilà. Et donc, ce que l'on montre, c'est qu'il y a effectivement une forme de fragilisation qu'on peut observer à partir des années 90 et qui s'exprime sans doute de différentes manières. Et il faut bien voir que la chute que vous voyez, qui est spectaculaire parce que l'échelle est petite, hein, mais on passe de 0,65 grosso modo à 0,55 dans le score. Donc c'est pas quelque chose qui s'effondre, hein, on perd pas, mais c'est quand même assez important. Et c'est pour ça qu'on essaye de communiquer sur ce sujet, parce que ça montre quelque chose, un petit peu de la distance qu'on peut prendre sur ces items. Par ailleurs, j'insiste bien, c'est une mesure très basique, très rudimentaire, ce sont des questions de connaissance, mais la culture scientifique, c'est pas que ça. La culture scientifique, c'est bien sûr le fait de s'intéresser à ce qui est écrit dans les journaux scientifiques, ou s'intéresser, faire des visites de musées, écouter des documentaires, ou regarder des documentaires, parfois même s'impliquer dans des mobilisations autour d'enjeux scientifiques. Donc c'est tout ça qu'il faut essayer aussi de saisir. Donc on a bien conscience, quand on vient avec ce type de représentation, qu'on résume de façon très très brutale quelque chose qui est beaucoup plus complexe. Deux points de premier pour poursuivre sur la culture scientifique. Dans la culture scientifique, il y a deux aspects. Il y a les connaissances, disons, et le développement d'esprit critique. Et je pense qu'en France en particulier, notre enseignement pour tous ceux qui ne poursuivent pas des études scientifiques, des études littéraires, n'ont pas du tout de formation, cette formation minimale à l'esprit critique, à ce qui se développe. Et puis, il ne s'agit pas de connaître les détails des sciences, mais d'avoir quelques éléments qui permettent de juger. À cet égard, les hommes politiques sont d'une nullité abyssale. On rencontre très peu d'hommes politiques qui ont une véritable culture scientifique. L'exemple récent qui est vraiment amusant, c'est qu'il a fallu que Valérie Masson-Delmotte aille passer 1 heure avec l'ensemble des ministres et du président pour leur expliquer des choses sur le réchauffement climatique qu'ils devraient connaître depuis 10 ans, depuis qu'on en parle, c'est à eux. Donc c'est vraiment un commentaire. L'autre point, c'est quand on dit faire confiance à la science ou pas, vous avez vu aussi à la controverse franco-française avec Alain Courtillot qui, pendant des années, ont lutté contre le réchauffement climatique. C'était des scientifiques, mais c'était des scientifiques qui travaillaient en dehors de leur domaine de compétences et qui ne faisaient pas confiance à ceux dont c'était véritablement le métier. Donc là, ce point nous a retardé la France de quelques années, de plusieurs années, sur vraiment l'acceptation, parce qu'il n'est pas d'accepter, et sur le fait de savoir qu'est-ce qui se passe effectivement sur le réchauffement climatique. Oui, je suis tout à fait d'accord sur l'économie de la promesse que les scientifiques font un peu trop de promesses, mais les politiques sont aussi un peu responsables. Quand vous remplissez un programme européen, c'est tout juste si on ne vous demande pas si dans 5 ans votre recherche va créer 5 000 emplois dans le pays. Ça, c'est la question que je voulais vous poser, c'était surtout
quand vous parlez par exemple de l'astrologie qui est jugée plus scientifique que l'histoire des sciences sociales, est-ce que c'est parce que c'est un système ouvert de questions, c'est-à-dire l'astrologie arrive tout d'un coup parce que les sondés en ont parlé, ou est-ce que ça fait partie de la liste? Ce qui doit quand même influencer sur la façon de placer ou de faire entrer une science comme l'astrologie ou je ne sais quoi. Je voudrais savoir quelle est la perception et l'opinion vis-à-vis de la démarche scientifique, en particulier dans ce qu'elle peut avoir d'incertitude, de doute, voire de scepticisme, parce que moi j'ai entendu des gens dire j'ai foi en la science, et puis le deuxième point, est-ce que la distinction est toujours clairement faite entre la connaissance, le savoir et tout ce qui est technologie et l'innovation? Je vais remonter le fil. Donc, première question, effectivement, la distinction entre ce qui relève du savoir, de la connaissance et de l'innovation technologique. C'est sans doute, comment dire, c'est sans doute entremêlé, c'est-à-dire que dans la perception, en tout cas nous on peut mesurer, comme je vous le disais tout à l'heure, par exemple la médecine est considérée comme une science par beaucoup de nos enquêtés. Voilà, ça c'est intéressant parce qu'on voit effectivement qu'on est sur des registres quand même un petit peu entremêlés quelque part l'enthousiasme qu'on va trouver par rapport aux sciences peut s'incarner dans des innovations technologiques. Et donc il est clair que dans l'esprit de beaucoup de nos enquêtés c'est pas aussi net que ça. Donc, est-ce que c'est un problème ou est-ce que c'est pas un problème? Disons que la frontière, en tout cas, la frontière entre science et technique, science et technologie, effectivement, est une frontière qui est assez fluctuante, on pourrait dire d'une certaine façon. C'est quelque chose qui se transforme. C'est pas quelque chose qui est donné a priori. Moi, je suis assez frappé par quelqu'un comme Emmanuel Charpentier. Emmanuel Charpentier, effectivement, quelque part, a été considéré comme relevant de la technologie et pas de la science. Et donc, c'est quelqu'un qui n'a jamais été recruté en France. Pourtant, c'est quelqu'un qui a eu un Nobel. Et c'est quelqu'un que le CNRS, que l'INRA a refusé du point de vue de ses concours parce qu'elle présentait un profil essentiellement technologique. Donc grossière erreur. Et ça, c'est effectivement quelque chose qui est incertain. Excusez-moi, Emmanuel Charpentier, c'est une des co-découvreuses de la technique de génie génétique que j'évoquais tout à l'heure, CRISPR-Cas9, ciseaux moléculaires. Et donc, oui, c'est entremêlé, je suis d'accord avec vous, mais c'est pas que dans le public que c'est entremêlé d'une façon générale parce que on est de plus en plus, en tout cas sur les domaines, quand on est réfléchi sur les domaines notamment biologie, on est sur des dimensions à forte composante technologique. Aujourd'hui, quelqu'un qui travaille dans le domaine de la génétique ou de l'épigénétique est quelqu'un qui a sans arrêt du travail de séquençage, qui a sans arrêt des techniciens et de la technologie de pointe. Donc voilà, c'est entremêlé, ça c'est clair. La deuxième, si je remonte dans le fil, la question qui m'était posée c'était sur les promesses et vous aviez une deuxième question qui était sur, rappelez-moi. C'était le rapport à la démarche scientifique. Oui. Oui, tout à fait, c'est ça. Oui. Alors moi, ça, c'est vrai que je trouve ça assez frappant. C'est-à-dire, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure sur est-il bien raisonnable de demander aux Français de faire confiance aux scientifiques alors que l'esprit critique finalement est plutôt une invitation au doute. Et je discutais il y a pas très longtemps avec un responsable d'un centre un petit peu de culture scientifique. Qui me disait qu'il était nostalgique d'une période dans laquelle la science avait une forme d'aura, une forme de mystique. Il y avait une forme de mystique de la science. Je dis, mais c'est quand même un peu paradoxal. Vous êtes en train d'essayer de recréer finalement un régime de croyance, là où au contraire il faudrait essayer d'infuser un peu d'esprit critique. Et donc, je pense qu'il y a derrière tout ça cette idée que les chercheurs, les scientifiques sont à la recherche d'une forme de prestige qu'ils pensent avoir perdu. Et que derrière cette idée d'aura, derrière cette idée de mystique, se joue quelque chose qui relève un petit peu du prestige du groupe professionnel qu'ils pensent avoir perdu par rapport à ce qui était auparavant. Donc voilà, je pense que ça c'est
en tout cas, clairement, je pense qu'il n'y a pas de consensus sur cette question-là, c'est un point qui a été évoqué tout à l'heure sur la question de l'esprit critique. Moi, je suis plutôt favorable à cette idée qu'il faille pousser, non pas tant finalement l'éducation scientifique sur des items spécifiques, mais davantage effectivement sur la démarche, faire comprendre ce qu'est une démarche de recherche, véritablement sur le fond, pour forger les esprits. Alors j'ai un collègue que vous connaissez peut-être qui est très présent dans les médias qui s'appelle Gérald Bronner, qui porte cette thématique de la diffusion de l'esprit critique dans l'éducation nationale, mais c'est quelque chose d'assez compliqué, voilà, c'est un chantier un petit peu sur le long cours. Ça me paraît effectivement très important. Sur la deuxième question, donc sur les promesses, oui, y compris pour les programmes européens, effectivement, pour les ERC, pour les programmes Horizon, effectivement, les scientifiques sont attendus du point de vue de leurs promesses. Et ne pas faire de promesses, c'est de se voir quelque part. Et si on déçoit nos évaluateurs, alors on n'est pas retenu. Mais s'ajoute une couche supplémentaire qui est quelles sont les attentes des financeurs. Voilà, moi j'étais il y a pas très longtemps au Danemark pour un projet européen et on avait notre responsable européen qui était là, qui avait les clés de la bourse, qui nous donnait de l'argent sur un projet à plusieurs millions d'euros. Et cette personne a des attentes très précises. Et donc c'est tout juste si elle nous dit pas avant même qu'on ait commencé notre recherche quels seront nos résultats. Donc on essaye de lui faire comprendre que voilà, le processus de recherche, c'est pas quelque chose qui va forcément arriver au résultat attendu. Il peut y avoir des incertitudes et puis il peut y avoir des résultats qui vont pas forcément dans le sens de ce qui est la commande. Et donc il y a aussi ce travail-là qui est de faire comprendre que le processus de recherche est indépendant, une forme d'autonomie, et qu'une bonne recherche est une recherche qui se conduit avec une forme d'indépendance par rapport à une demande ou une pression extérieure. Et comme vous le savez, la dimension d'autonomie est quelque chose que valorisent énormément les chercheurs. Alors, il y avait une deuxième question, rappelez-moi rapidement la deuxième question. C'était à propos de la place de la hiérarchie, par exemple. Ah oui, exactement. Est-ce qu'elle était introduite, c'était un item qui était présent dans le questionnaire, ou l'astrologie arrivait spontanément? Oui. Tout à fait. Effectivement, sur ces questions, il y a beaucoup d'expériences méthodologiques par rapport à ça, donc on fait plein de manipulations pour tester un petit peu les choses. Ce qu'on essaye de faire généralement, c'est qu'on essaye de faire des rotations aléatoires, c'est-à-dire que grosso modo, c'est jamais présenté de la même manière, dans le même ordre. Et c'est une séquence qui vient, et de façon un peu comme ça, on ne crée pas... Et il est évident que si on dit « Que pensez-vous de la scientificité, de la physique, des mathématiques ?» de l'astrologie et ensuite de l'agronomie et donc on est plutôt en tête de liste, et si on met au contraire l'astrologie dans un panel différent en fin de liste, on aura des résultats qui seront simplement liés à la séquence. Donc on est plutôt sur des options avec des rotations aléatoires pour éviter d'avoir ce type de problème. Je remonte donc à la première question qui était sur la question de l'esprit critique. L'esprit critique, donc ça je suis totalement d'accord avec vous, c'est-à-dire que c'est sans doute l'enjeu fondamental. La façon dont aussi nos enquêtés définissent ce qu'est la démarche de recherche. Et de ce point de vue-là, on avait dans notre enquête des questions sur la définition de la science. Comment définissez-vous la science ? En général. Et si vous lisez ce rapport, vous verrez que effectivement les variables sociales sont assez importantes, sociodémographiques, mais aussi en termes de niveau d'éducation, sont assez importantes pour définir ce qu'est la démarche de recherche. On va dire que plus le niveau est élevé en termes d'éducation, plus la familiarité est importante avec la culture scientifique, et plus on va se rapprocher de la démarche proprement dite, de l'idée de démarche de recherche, d'exploration d'hypothèses, de tests. Et au contraire, plus on descend un petit peu par rapport au degré de familiarité, et plus on va s'intéresser aux applications. On va venir sur des choses qui relèvent des innovations technologiques, des produits, de ce qui est produit par la démarche de recherche. Donc, il est évident que c'est plutôt une incitation à renforcer l'éducation et la culture scientifique pour mieux saisir ce qu'est l'esprit critique. Mais là encore, le chantier est un chantier très important. Et par ailleurs, votre commentaire donc sur le politique, sur les politiques, sur le personnel politique et son manque de familiarité, oui, alors je serais peut-être moins sévère que vous, même s'il y a des cas quand même assez effectivement importants et parfois un petit peu démoralisants, mais malgré tout, il y a un office parlementaire qui s'appelle l'OPEXT, qui est l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, qui concentre un petit peu les composantes scientifiques de l'Assemblée et du Sénat.
Et donc vous avez dans cet office quand même des gens qui travaillent, qui produisent des rapports. Alors ce qui est intéressant, c'est que personne ne lit ces rapports, hein. Ça c'est évident que ça mobilise énormément de temps et d'énergie. Mais les parlementaires, d'une façon générale, s'intéressent peu aux enjeux scientifiques et technologiques. Et donc il y a, ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure sur les enjeux de démocratie scientifique et technique. Il y a aussi sans doute une façon de repenser les débats autour des enjeux scientifiques et technologiques de façon à mieux les installer dans le paysage politique, à les rendre quasiment incontournables. Aujourd'hui, très honnêtement, et j'en discutais il n'y a pas très longtemps avec un député, voilà, il faut vraiment aller au combat pour intéresser les collègues sur ces enjeux-là. Ils ont tous d'autres préoccupations beaucoup plus importantes que la science. Ce qui est un vrai problème aujourd'hui. Et je dois dire que moi, je suis assez partagé, comme beaucoup d'autres collègues, par rapport à cette opération éducation en 30 minutes ou en 1 heure. Ça fait un peu pitié, très honnêtement, quand on voit ça, parce que au Palais Bourbon, ils avaient installé une petite tente dans laquelle on avait des collègues experts qui étaient là pour distribuer des kits d'information pour les députés. On a envie de leur dire, c'est quand même pas très sérieux. Est-ce qu'on pourrait pas faire ça de façon un petit peu plus moins, bricolée? Et est-ce que cette question du climat n'est pas suffisamment importante pour donner vraiment une sorte de place, d'espace, qui soit un espace suffisant? Ici, j'ai l'impression qu'on est un peu dans le gadget et dans la communication. Alors, il faut de la communication. Moi, je suis pas complètement naïf par rapport à ça, et moi, je trouve assez admirable ce que font un certain nombre de collègues comme Masson Delmotte. Ce sont des gens qui communiquent énormément, qui passent leur vie dans les médias parce qu'il y a un travail de mobilisation à faire, mais des fois il faut aussi réfléchir de façon plus structurelle, plus institutionnelle, et je pense qu'il y a aussi des réformes de fond qui sont à conduire. Oui, une question, une remarque d'abord. Est-ce que vous ne pouvez pas plus clarifier la différence entre la confiance avec la connaissance de la science, les résultats de la science, et la confiance qui est induite par les effets et les applications de la science. Je m'explique. Il y a eu un temps où on n'avait pas toujours confiance, on n'adhérait pas à la connaissance. Du temps de Galilée, l'Église n'acceptait pas un résultat scientifique établi. Donc il y a tout un côté qui est du côté confiance ou adhésion à une connaissance scientifique. Et puis il y a un autre côté qui est, à mon sens, le côté adhésion, en tout cas inquiétude, ce que Madame dit tout à l'heure, par rapport aux effets de la science. Il y a eu une crise de la science qui a commencé, effectivement, dans les années 60, on m'en souvient encore. C'était quoi? C'était la bombe atomique. Je me disais, mais personne ne remettait en cause la capacité et les connaissances des savants sur l'uranium, sur la fission nucléaire, et sur ce qu'on pouvait en faire. Personne ne discutait la compétence des savants. On discutait le fait que de cette connaissance puisse avoir une application comme la bombe atomique qui est un danger. Et après, dans les années 70-80, on a eu effectivement d'autres choses sur, par exemple, personne ne contestait le fait qu'en agronomie, en utilisant certains pesticides et certains insecticides, on augmentait les rendements des productions agricoles. C'est un résultat qui paraissait établi et qui a été mis en défiance par le fait du danger que ça pouvait entraîner. Et ma question, moi, est celle-ci: est-ce que on ne revient pas à l'époque de Galilée, et c'est mon interrogation, est-ce que, même tout en regardant une dominante de confiance en la science en général, est-ce qu'il n'y a pas quand même des éléments de remise en cause des connaissances scientifiques, que ce soit aux États-Unis, c'est des milieux souvent religieux très différents, que ce soit dans certains milieux d'extrême protestantisme ou dans certains milieux islamo-intégrisme, etc., ou autrement, parfois dans un milieu pas du tout religieux, mais qui conteste les vaccins, mais pas du tout d'un point de vue
religieux, est-ce qu'il n'y a pas, alors c'est une interrogation, hein, est-ce qu'il n'y a pas seulement une certaine contestation, je parle d'intervention, peut-être pas en France, et peut-être que c'est plus fort ailleurs, non plus c'est seulement des effets, mais qui peuvent être dangereuses, sur lesquelles il faut débattre, mais aussi de la science comme une connaissance. Eh ben non, au XIXe siècle, il pouvait encore être, disons, expulsé de l'Église catholique si un savant disait que le monde n'avait pas été créé en 7 jours. C'est encore interdit de considérer ça. Et donc voilà, est-ce qu'il n'y a pas des questionnements dans la société actuelle, qui ne conduisent pas seulement à remettre en cause les difficultés, les effets négatifs, positifs de la science, ça c'est un débat, mais parfois même la connaissance scientifique, voilà, avec peut-être des effets en plus de la culture scientifique, bien sûr, qui joue peut-être là-dessus, peut-être la difficulté des sciences, parce que les sciences sont infiniment plus complexes à comprendre maintenant que ce qu'elles étaient il y a 50 ans ou 100 ans, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, on m'interroge sur ce que c'est le rapport entre science et société. Est-ce qu'on ne pousse pas à peut-être très limité, mais retour à une certaine défiance même au résultat scientifique? C'est une interrogation, c'est une hypothèse. Merci beaucoup pour votre question. Est-ce que vous voulez... Je réponds directement ? Oui. D'accord. Ok, très bien. Oui, je pense que c'est effectivement une très bonne question. En tout cas, c'est une très bonne démarche d'essayer de dissocier les dimensions de l'expression de confiance ou de défiance. Et vous dites effectivement, il y a d'un côté ce qui pourrait relever des applications et ce qui relèverait des connaissances. Et ce que je mentionnais tout à l'heure, c'est que l'ambivalence ou le désenchantement qu'on observait s'exprimait davantage à l'égard des applications, des produits de la science, qu'à l'égard de la démarche elle-même. La démarche reste une démarche qui reste fondamentalement, en tout cas en France, attachée à un niveau de confiance élevé. Alors, est-ce que pour autant on est une sorte de citadelle intouchable ? Non. La communauté scientifique, même dans une situation de confiance majoritaire comme la société française, bien sûr, n'est pas totalement protégée par rapport à différentes formes de tentatives de déstabilisation. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais il y a quand même... alors je vais revenir sur cette question religieuse, hein, mais la question, bien sûr, est une question classique, science et religion. C'est un dialogue, comme dirait un de mes collègues, un dialogue impossible. C'est un conflit de valeurs, on pourrait dire. Mais il y a des choses qui sont sans doute plus présentes pour nous, en tout cas, qui sont ce qu'on appelle aujourd'hui la production systématique de l'ignorance. C'est-à-dire que cette idée que parfois la science peut produire des formes d'ignorance ou déstabiliser des formes de savoir, et parfois au service d'intérêts qui sont des intérêts privés. Et donc vous avez tout un ensemble de travaux qui montrent bien que parfois, pour justement déstabiliser un certain nombre de savoirs, des savoirs experts qui ont des dimensions réglementaires, eh bien on a des acteurs, parfois des acteurs privés, qui n'hésitent pas à faire de la contre, ou ce qu'on appelle de l'enfumage, mais qui financent un certain nombre de travaux qui n'ont d'autres objectifs que de créer du bruit pour essayer justement de changer les équilibres et créer des formes d'incertitude par rapport aux savoirs qui sont établis. Donc ça a été très bien démontré. Il y a un travail vraiment conséquent. Je vous invite à regarder un petit peu le travail qui a été fait autour des industries du tabac aux États-Unis. Donc c'est pas du tout religieux, hein. Il n'y a pas de dimension religieuse, mais c'est vraiment purement économique. Et donc il y avait des experts qui étaient bien installés, qui ont démontré la nocivité du tabac très très tôt, mais l'industrie du tabac était assez puissante, en tout cas, pour créer des contre-feux, pour financer ses propres recherches qui venaient mettre en doute le travail des contre-experts. Donc il faut, bien sûr, je suis assez attentif à ce que vous dites, est-ce qu'il n'y a pas une fragilisation de la connaissance par des dimensions externes à la connaissance, mais il faut aussi penser que l'expertise peut jouer contre elle-même, c'est-à-dire qu'on peut instrumentaliser différentes formes d'expertise, et que la communauté scientifique est parfois complice. Certains collègues ont parfois tendance également à oublier de déclarer leur lien d'intérêt. Vous savez qu'aujourd'hui la grande question autour de la confiance, c'est aussi la capacité des scientifiques à déclarer leur lien d'intérêt. Et vous avez en France, depuis l'affaire du Mediator,
une base de données centrale, Transparence Santé, dans laquelle tous les médecins, tous les chercheurs qui ont des liens avec l'industrie pharmaceutique sont censés faire ce travail de déclaration. Alors après, notre travail, le travail de ces collègues, c'est aussi d'expliquer la différence entre un lien d'intérêt et un conflit d'intérêt. Ce sont deux choses différentes, et c'est pas toujours très clair dans l'esprit du grand public. Voilà, ça a été quelque chose qui a été mis sur la table au moment de la constitution du Conseil scientifique de la crise Covid. Le Conseil scientifique d'Elfrécy a été épluché du point de vue de ces liens d'intérêt. Et on a vu monter très rapidement cette idée que derrière le conseil scientifique se jouait la main invisible de Big Pharma parce que on avait identifié des liens d'intérêt sur telle ou telle personne, tel ou tel membre du conseil scientifique. Donc là, je pense qu'il faut être extrêmement attentif. Bien, certes, et je vais revenir sur cette question, des variables qui sont non scientifiques sont importantes, des variables religieuses notamment, mais il ne faut pas sous-estimer cette capacité que peuvent avoir certains experts à créer de l'enfumage, à créer de la recherche pour parasiter d'autres recherches. Et il y a vraiment des stratégies là-dessus, il ne faut pas être naïf, des stratégies très puissantes. Après, sur la question de sciences et religion, qui est vraiment une question classique de l'histoire des sciences, effectivement, ça remontait jusqu'à Galilée, mais il y a quand même beaucoup de cas célèbres. Moi, j'étais aux États-Unis en 2016 jusqu'à 2019, et j'ai vu arriver donc Trump, l'administration de Trump. Et c'était quand même assez spectaculaire, c'est-à-dire effectivement, on a vu de quelle manière cette administration a délibérément choisi de se couper de la parole scientifique, de se couper de toute forme d'expertise, et pas en se cachant, mais en s'en vantant quelque part. Et donc la parole scientifique devenait un problème. Pourquoi ? Parce qu'à cette parole scientifique correspondait tout un tas de réglementations, tout un tas de régulations, notamment des régulations environnementales. Et donc pour démonter une agence comme une agence associée donc au contrôle des activités autour de l'environnement et de l'industrie, eh bien on a détricoté tous les comités d'experts, toute la structure interne, et on a mis simplement des gens au service de Trump dans ces établissements. Et donc pendant toute cette période de l'administration Trump a été une période de fragilisation de l'expertise scientifique, voire de suppression de l'expertise scientifique. Alors certes, vous me direz, Trump navigue dans plein d'eaux, ça peut être des eaux religieuses, mais je pense pas que ce soit ça qui soit fondamental chez lui. C'est quelqu'un qui est avant tout sur une ligne assez opportuniste et qui est porté par des intérêts qui sont des intérêts matériels et qui a besoin aussi de raisonner sur des électorats qui sont des électorats parfois religieux. Mais on est ici dans vraiment, à mon sens, une rationalité froide et instrumentale. Et il est évident par ailleurs que quand vous êtes dans une société comme la société américaine, la puissance du religieux est quand même beaucoup plus affirmée qu'en France. Il faut bien dire que la puissance du religieux en France est beaucoup plus en retrait. La puissance religieuse aux États-Unis, elle s'exprime de différentes manières, avec plein d'églises. Il suffit de se déplacer, les églises sont très vives. Il y a du monde qui est sans arrêt autour des églises. Et il y a également des mobilisations culturelles autour de la religion. Et il suffit de regarder aujourd'hui ce qui se passe avec la Cour suprême, il suffit de regarder ce qui se passe avec l'avortement, il suffit de regarder les évolutions de la société américaine. Beaucoup de gens qui vivent là-bas, à qui on a gardé des contacts, ont l'impression de revenir 50 ans en arrière. Donc, alors, on a une société qui a des valeurs, et ces valeurs peuvent entrer en conflit avec les valeurs de la science en général. Pourquoi ? Parce que la science repose sur un socle de valeurs, et notamment le fait de pouvoir discuter de tout, et de ne pas avoir de dimension sacrée. Donc, quelque part, l'esprit critique est un esprit critique qui ne connaît pas de frontières. On ne peut pas lui donner de frontières. Et ça, c'est quelque chose que tolère mal, ou peu, on va dire, un certain nombre de pays qui considèrent que le savoir religieux est un savoir intouchable. Et il est évident que là-dessus, sans doute faudrait-il avoir une vision assez nuancée, mais dès que le pouvoir, religieux, prend une place centrale dans une société, il faut que d'une façon ou d'une autre, la communauté scientifique arrive à trouver une façon de garder une forme d'autonomie. C'est très compliqué, et dans des pays, comme vous le savez peut-être, mais les grandes universités maintenant internationales ont des satellites dans les pays arabes, dans les pays à Abu Dhabi notamment, et ces grandes universités essayent d'importer sur place la liberté académique. Très compliqué d'installer la liberté académique dans un environnement de ce type-là. Et certains collègues américains qui étaient envoyés par les universités américaines de NYU, donc New York University, ne pouvaient pas débarquer de l'avion. Ils étaient immédiatement rapatriés. Pourquoi ? Parce qu'ils travaillaient sur des sujets qui étaient impensables dans cet environnement culturel.
Donc voilà, ça ce sont des cas aujourd'hui, c'est intéressant de voir cette mondialisation du marché de l'enseignement supérieur qui est confronté à la variété des enjeux, des dimensions culturelles, les pays et des valeurs qui sont portées localement. Et donc, par rapport à votre constat général, c'est est-ce qu'on n'a pas aujourd'hui, est-ce qu'on n'observe pas finalement une remontée du doute des applications vers la marche elle-même, vers le savoir lui-même? Voilà, je pense qu'on ne peut pas véritablement faire un constat général. Je pense qu'il faut regarder vraiment environnement culturel par environnement culturel. Je suis relativement confiant concernant la situation française, la situation européenne, même s'il peut y avoir des variations. Mais il est clair que si on se déplace dans d'autres environnements, si on regarde par exemple le continent africain, c'est extrêmement intéressant de voir l'hétérogénéité du développement des communautés scientifiques à l'échelle africaine. Vous regardez aujourd'hui quel est le pays africain qui est au top de la recherche. Il n'y en a pas beaucoup en réalité. Il y en a un, c'est l'Afrique du Sud. Et après vous remontez, vous avez une sorte de désert comme ça scientifique où nos collègues qui sont dans des pays, j'ai été pas très longtemps en RDC, au Congo, donc on a des collègues, mais qui ont des besoins énormes. Ils ont peu de soutien par les autorités publiques. Ils ont peu de soutien également en termes de valeurs. Donc voilà, les choses sont complexes. Et alors je suis pas aussi pessimiste en pensant qu'on va forcément vers une fragilisation, mais je dis que c'est un combat, et c'est un combat effectivement qu'il faut mener régulièrement, enfin de façon continue. Est-ce que d'autres personnes souhaitent poser des questions? Moi, je prends un tout petit peu de temps, donc est-ce qu'il y a d'autres personnes pour poser des questions? Moi, je vais bien poser une question. Vous avez dit qu'il n'y avait pas de lien simple entre être informé et adhérer. Mais est-ce que, malgré tout, on ne peut pas dire qu'en 50 ans, le niveau de confiance a augmenté corrélativement à la montée de l'éducation, du niveau d'éducation de la population française? Et aussi, est-ce qu'il y a quand même un lien avec le diplôme ou pas? Et confiance et diplôme, est-ce que c'est corrélé? Parce que, bon, j'ai pas tout à fait compris. Oui. La familiarité, oui, elle a augmenté apparemment, parce que je crois comprendre, mais je ne vois pas bien les gens. Et est-ce qu'il y a un lien entre niveau d'éducation, niveau de diplôme et confiance? Finalement, c'est ça. Alors, la réponse est un petit peu compliquée, mais ce que je résumais tout à l'heure, c'est-à-dire déjà être informé, c'est pas la même chose qu'avoir un niveau d'éducation. Donc, lorsqu'on parle souvent de culture scientifique, on est souvent sur l'idée de transmettre l'information, de diffuser l'information scientifique. Et après, on peut bien sûr envisager des choses plus structurelles sur la façon de former et d'éduquer. Mais souvent, je dirais que la tentation chez un certain nombre de personnes qui ont en main un petit peu les leviers sur l'action, il y a cette idée un peu naïve, il faut bien le dire, un peu naïve, que pour pouvoir résoudre un problème d'acceptabilité, il suffit d'informer. Et ça a été le cas sur le dossier des OGM. Le dossier des OGM, c'est une conférence citoyenne en 98 en France. Il y avait cette idée qu'il fallait pouvoir faire ce travail d'information en associant une partie du public. C'est une des rares conférences d'ailleurs qui a eu lieu en France, qui a été hébergée par cet office que j'ai évoqué, c'est la seule d'ailleurs. Les autres ont été... Pour autant, il faut bien dire que l'acceptabilité des OGM depuis 98 n'a pas bougé. Donc la formation, elle a été faite, mais pour autant, ça n'a pas suffi. Donc ça veut dire qu'il y a d'autres dimensions qu'il faut pouvoir intégrer. Ça ne suffit pas. Mais bien entendu, je ne suis pas en train de dire que l'information et l'éducation sont inutiles. Je dis que ce sont des éléments, ce sont des maillons, mais ce sont d'autres choses qui vont permettre sans doute de faire bouger les choses. Et après, vous avez raison, j'insistais tout à l'heure sur l'évolution de la société française entre les années 70 et aujourd'hui. La société française, du point de vue de l'éducation, n'a rien à voir par rapport à ce qu'elle était dans les années 70. Dans notre panel des années 70, alors moi j'y étais pas, mais il y avait 40% ou 50% de la population qui n'avait pas un seul diplôme. Et donc c'est aujourd'hui complètement minoritaire dans le panel qu'on a. Donc la société a évolué du point de vue de son niveau d'éducation. Par contre, je dirais que ce qui va un petit peu dans le sens de ce que je vous dis, c'est que le niveau est stable en termes d'expression de confiance. On a un niveau d'éducation qui monte, mais une forme de stabilité du point de vue des attitudes en termes d'expression de confiance.
avec, là encore, des attitudes qui peuvent être très variées selon les sujets, si on prend un sujet controversé. Alors, pour répondre à votre question encore plus précisément, je dirais que plus un sujet est controversé pour différentes raisons, et plus on va voir se dissocier la question de la connaissance et de l'adhésion. Donc, plus l'expression publique de controverse est forte, et plus on va voir se décorréler le niveau d'information et le niveau d'adhésion. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de solution. Voilà, il y a une thèse qui a circulé beaucoup, ce qu'on appelle la thèse du déficit. La thèse du déficit consiste à dire que si on n'accepte pas quelque chose, si on n'adhère pas à quelque chose, c'est qu'il nous manque quelque chose. C'est qu'il nous manque une information. Et donc la thèse du déficit consiste, il suffit de remplir ce gap, de remplir ce vide et de mettre de l'information. Et si on crée cette information, si on met à disposition cette information, les gens vont s'en saisir et ils vont modifier leur comportement. Voilà. Nous, ce qu'on observe en tout cas dans nos enquêtes, c'est que ça marche pas aussi mécaniquement que ça. Et il ne suffit pas de mettre à disposition l'information, il faut créer des conditions, voilà, de recevabilité de cette information pour qu'elle puisse à un moment donné être ce moteur d'action que j'évoquais tout à l'heure et qu'elle puisse être intégrée dans les attitudes. Et voilà. Donc il faut avoir, en tout cas garder bien sûr cet enjeu de la culture scientifique comme un enjeu prioritaire, et c'est tout ce qu'on essaye de dire depuis très longtemps, mais il faut ne pas avoir une vision naïve de la culture scientifique, mais plutôt une vision informée du point de vue des effets de cette culture scientifique. Je pourrais rebondir sur ce qui vient d'être dit. Effectivement, j'avais posé cette question initialement. Et là, vous parlez d'augmenter la connaissance. On ne pourra pas augmenter la connaissance dans le domaine, je veux dire, on ne va pas connaître le bouton et puis en même temps la messagerie. En termes de culture scientifique, il y a deux choses. Il y a la connaissance, mais il y a aussi l'esprit critique. Et je n'adhère pas à votre opinion, qui est de dire que ne pas augmenter l'esprit critique ne permettra pas d'avoir une meilleure adhésion, ou non-adhésion d'ailleurs, mais aux scientifiques. Oui, j'entends votre désaccord, et je le partage. J'étais tout à l'heure en train de dire effectivement que l'effort qui devait être fait portait précisément sur davantage, non pas savoir si une proposition est juste ou fausse, mais davantage d'être capable de caractériser, de qualifier ce qu'est la démarche de recherche. Je pense que c'est ça ce qu'est le fondamental. Et ça, peut-être qu'effectivement, c'est quelque chose qui peut, de façon plus souterraine, modifier un certain nombre d'attitudes. Mais je rebondissais juste sur cette question de l'information et de la connaissance. Et l'information et la connaissance sont deux choses qui sont bien distinctes. Hein. Et il ne faut pas sous-estimer, y compris chez nos collègues, la prégnance, l'influence de cette idée simple qu'il suffit de transmettre de l'information pour changer les attitudes. Et comme vous, ça peut se manifester de différentes manières. On peut avoir différentes stratégies par rapport à ça. Je pense que ce n'est pas suffisant et qu'une façon justement de déplacer le problème, c'est de remonter en amont de l'information et de revenir vers davantage la démarche, la méthode, l'esprit critique. Et c'est pour ça que tout à l'heure j'évoquais cette tribune, parce que il faut revenir à quel est l'esprit critique qui anime, ou quel est l'esprit qui anime la recherche scientifique. Et je trouve, moi, tout à fait passionnant de pouvoir écouter quelqu'un comme Alain Aspect, là, qui a été interrogé hier dans les médias suite à son prix Nobel de physique, en physique quantique. Voilà. Quand on entend effectivement ce chercheur, on se dit, on touche quelque chose de l'esprit de la démarche de recherche, et on touche aussi, et ce que je trouve aussi fascinant, c'est on touche aussi l'incapacité des journalistes et des animateurs de télé ou de radio à transmettre ça. C'est-à-dire que quand ils essayent, ils chutent immédiatement, ils n'y arrivent pas. Et donc là-dessus, il faut aussi faire un travail sur toutes les chaînes en gros, de médiation de l'information scientifique. C'est-à-dire, il suffit pas de transmettre, d'imaginer qu'on va transmettre l'esprit critique comme ça directement. Il faut avoir en tête tous les acteurs qui vont se glisser, qui vont intervenir pour pouvoir faire ce travail de transmission. Et à ce stade, voilà, moi j'ai beaucoup de respect pour beaucoup de journalistes scientifiques qui font leur travail correctement, mais il y a beaucoup de journalistes qui ne sont en réalité que des animateurs et qui sont là pour faire l'animation et qui ne sont pas capables de maîtriser ce type de sujet et qui le reconnaissent pas, parfois volontiers. Donc il faut voir bien toutes les dimensions qui sont associées à ce travail d'information. Je vais devoir l'heure se termine, et donc un très grand merci, M. Dubois, pour votre intervention. Je vous remercie.